Bien, bonjour, on va commencer si vous voulez bien. Bienvenue à tous pour cette matinale dont le titre est « La vitesse conditionne l'excellence ». Alors je vais avoir le plaisir de faire l'introduction. Je suis Christian Fauré, directeur scientifique d'Octo. Juste après moi, vous aurez Henri Decour ici présent on stage, ainsi que Fabien Arcelier qui rentreront dans le détail de cette question d'accélérate que je vais introduire, et le témoignage d'un client de Jérôme Didat d'Essilor Instruments. Alors, ce dont il est question, c'est un coup. Au sens où dans les films hollywoodiens, parfois il y a des bandes qui font des coups. Ce qu'on va évoquer ce matin, c'est un véritable coup. Alors, il ne s'agit pas d'un hold-up, il s'agit d'un coup éditorial, en fait, en partie. Ce coup éditorial fait écho à un livre dont ceux qui sont peut-être un peu plus vieux dans la salle connaissent ou se souviennent. Peut-être vous vous souvenez de ce livre de Nicolas Carr qui avait fait beaucoup de bruit, je crois que c'était en 2002, en 2003, quand il utilisait dans le titre ce jeu de mots « Does it matter ?» sous-entendu, est-ce que l'informatique compte? Début des années 2000, course à l'échalote, il faut mettre de l'argent dans l'informatique, et tout ça, c'est encore vu comme le centre de coût, donc c'était un ouvrage polémique qui remettait en cause un peu l'intérêt de dépenser autant d'argent dans l'informatique, qui faisait écho à un fameux rapport de Solow qui disait « Je vois l'informatique partout, sauf dans les résultats des entreprises ». La situation a bien évidemment beaucoup changé. Et le livre dont il est question, donc, puisque c'est un coup éditorial, c'est donc celui-ci, son titre c'est « Accelerate ». Alors, avec ce sous-titre que j'ai mis, là, quelles sont les caractéristiques d'une organisation technologique performante? La bande qui a fait le coup, vous les avez là, c'est les usual suspects. Donc vous avez Nicole Forsgren, qui c'est le cerveau de la bande, c'est la scientifique. C'est elle qui va produire des résultats scientifiques d'un livre dont le sujet est technologique, mais il ne faut pas s'y tromper. Fondamentalement, c'est un livre d'économie du logiciel au sens large. Pour ceux qui connaissent déjà l'ouvrage, vous verrez très rapidement et vous savez qu'il est constitué de deux parties. Une première partie qui donne les résultats de l'étude et d'une deuxième partie qui explique quels sont les travaux scientifiques qui ont permis de donner les résultats. Bon, la plupart du temps, on regarde les résultats et puis la démonstration scientifique, bon voilà, on prend les résultats et puis on avance. Nous avons fait chez Octo, grâce à Henri, notamment à Fabien et d'autres ici présents, un travail de lecture approfondi, suivi. Est-ce que la qualité scientifique des travaux est irréprochable? Certainement pas. Il y a des éléments de flou, mais il n'empêche que c'est une des premières études scientifiques pour essayer de valoriser un certain nombre de pratiques que nous connaissons, que nous mettons en œuvre. Et pourquoi c'est un coup? Et c'est bien joué d'avoir sorti ce livre, en tout cas ces derniers mois. Je crois que le livre est sorti il y a 18 mois, quelque chose comme ça. Si vous regardez les conférences technologiques, il est souvent cité par les conférenciers, de manière assez laudative, parce qu'il donne finalement des arguments à tous ceux qui expliquent par exemple qu'est-ce que c'est que le DevOps ou certaines pratiques autour du logiciel, et c'est très facile maintenant de se référer à cet ouvrage parce que cet ouvrage démontre qu'il faut le faire économiquement, que c'est intéressant. Donc il est toujours cité parce que ça démontre un certain nombre de pratiques que nous avons et que nous connaissons. Jason Bell, c'est M. Lean, auteur de certains ouvrages autour du Lean, l'entreprise Lean, et du continuous delivery d'une manière générale. Et Jenkins, c'est le storyteller de la bande. C'est celui qui était déjà l'auteur d'un ouvrage The Phoenix Project, qui reprenait ce principe qu'on a tous lu, je crois, qui était Elio Goldratt, The Goal, qui est une manière de romancer un certain nombre de principes en matière de management, que ce soit dans la supply chain, en l'occurrence avec Goldratt, c'était une illustration romanesque de la théorie des contraintes dans le contexte industriel. Je crois que c'est aujourd'hui même d'ailleurs que Jenkins sort un nouvel ouvrage qu'il appelle The Unicorn Project, qui est un peu la suite du Phoenix Project, tout ça romancé dans un contexte d'entreprise qui met en œuvre un certain nombre de pratiques et de technologies. Alors si vous voulez découvrir ce que c'est le DevOps, parce que ce livre est quand même centré autour du software delivery, et une préface du livre qui rappelle qu'il ne faut pas s'y tromper, ce livre ne couvre pas la totalité des activités logicielles. On
On se concentre vraiment sur tout ce qui concerne le software delivery. Il y a plein d'autres choses qui ne sont pas abordées ou démontrées. C'est toute la partie, quand on fait du logiciel, il y a de la conception, il y a de la création, il y a du développement. On n'est pas forcément systématiquement dans des enjeux de delivery. Donc c'est une partie de l'économie du logiciel qui est ici étudiée. C'est un coup parce qu'il se trouve que ces auteurs-là, sur la base de l'étude qu'ils ont faite, ont fondé un cabinet qui s'appelle DORA, DevOps Research and Analytics, quelque chose comme ça. Et ils ont été rachetés il y a à peu près un an, en début d'année, là, par Google. Donc c'est un beau coup, un livre qui tombe bien au bon moment, un cabinet qui se crée, qui se fait racheter par Google, c'est bingo. Donc bon, il ne s'agit pas pour autant d'un hold-up, c'est un ouvrage qui est très très intéressant. Mais bon, voilà, vous n'allez pas découvrir tout ce qui est DevOps dans ce livre-là. Si vous voulez vraiment vous plonger dans le sujet, j'ai vu qu'il y a certains livres déjà qui circulaient, peut-être qu'ils étaient disponibles, j'imagine. C'est plutôt à ces ouvrages que vous allez pouvoir avancer. Le premier, Culture DevOps sur la partie agile. Le deuxième, qui est un vrai bijou, écrit par Arnaud Mazin, Culture DevOps, qui était orienté sur les outils et les technologies. Et petit teaser, le troisième volume, qui va sortir d'ici un mois ou deux, début d'année. Donc pour ceux qui ne l'ont pas, ils sont téléchargeables gratuitement et vous avez quelques exemplaires ici. Ce livre accéléré était basé sur une étude qui s'appelle State of DevOps, qui a commencé, vous me corrigez quand je dis une bêtise, mais je crois que c'est en 2012 ou 2013, qui concerne aujourd'hui, c'est un questionnaire en ligne, un survey comme on dit en anglais, pour lequel répondent aujourd'hui un peu plus de 30 000 entreprises dans le monde. Alors il y en a une bonne partie aux États-Unis, en Europe, un peu moins en Asie, mais c'est vraiment assez mondial. Tout secteur d'activité, bien évidemment, il y en a quand même une bonne moitié qui concerne des activités qui sont dans les technologies. Dans le métier, c'est de faire du logiciel, de vendre du logiciel, vous travaillez dans un contexte logiciel, mais vous retrouvez très rapidement derrière tous les acteurs de la banque, de la finance. Donc voilà, tous les secteurs d'activité répondent à ce questionnaire. Et ça permet de faire un état de l'art, où est-ce qu'on en est, quelles sont les pratiques qui sont mises en œuvre, quels sont les résultats qui sont attendus par les entreprises, par leurs pratiques, etc. Alors, vous allez me dire, mais où est la dimension scientifique dans cette étude? Sur la base de cette étude, vous savez que ceux qui font du sondage ont l'habitude, quand ils posent certaines questions, d'interpréter des questions, d'essayer de voir derrière quelle est la vérité au travers des déclarations des personnes, et notamment des 30 000 personnes qui ont répondu et qui répondent annuellement à cette enquête en ligne. Tout le travail scientifique, c'est en fait de sortir des biais de réponses qu'ils peuvent avoir dans les différentes réponses qui sont fournies via le questionnaire. Donc entre ce que les gens disent, la manière dont ils expriment leurs réponses, il y a toute une science du questionnaire, de la question et de l'interprétation, donc sortir tous les biais cognitifs et à partir de tous ces biais cognitifs, essayer de mettre en place des causalités. Causalité, vous savez que corrélation n'est pas causalité. Alors quand on a des résultats à ce genre de questionnaire, on peut faire plein de corrélations, en se disant que ceux qui font ça ou telle pratique autour du DevOps sont les entreprises les plus performantes, mais la corrélation, voilà, il faut quand même la démontrer. Et tout l'ouvrage, toute la partie scientifique de l'ouvrage, c'est précisément à dire comment, à partir des réponses, ils sont sortis de cette logique de corrélation à une logique vraiment de causalité. Il y a quelque chose qui ressort d'entrée de jeu dans l'ouvrage, c'est le focus qui est mis sur les capacités plutôt que sur la maturité. Alors, vous connaissez certainement dans votre entreprise des modèles orientés maturité. Ce que disent les auteurs, c'est, pour aller vite, c'est les frameworks autour de la maturité sur quel que soit le sujet, c'est des trucs de consultants, c'est super facile à vendre. On va voir un client, on lui dit « Ah, vous n'êtes pas mature, il va falloir passer au niveau 2 de maturité ou au niveau 3 de maturité. » Et qu'est-ce qui se passe quand je suis au niveau 4 de maturité? Ben, c'est fini, je rentre à la maison, je n'ai plus rien à apprendre. Bien évidemment, tous ceux qui travaillent dans le contexte autour du DevOps et du Lean savent que c'est une question d'amélioration permanente, donc on ne peut jamais dire, même un géant du logiciel peut dire « c'est bon, j'y suis, j'ai plus d'efforts à faire, j'ai rien à apprendre, j'ai atteint le niveau de maturité qui est le voilà du logiciel ». Donc c'est pas ce framework, parce qu'il se présente quand même comme un framework, c'est pas un framework de modèle de maturité. C'est un framework qui fait un focus sur les capacités. Alors on a eu une discussion hier soir, tard, parce que dans ma partie, dans mon slide, là, je mets capability, je traduis l'anglais capabilities.
pourrait aussi le traduire par capacité. Je crois que, je ne sais pas si tu l'as laissé dans les slides d'après, vous parlerez de capacité. Pourquoi je garde quand même le terme de capacité? Parce que, en fait, je fais écho à Amartya Sen, qui est le prix Nobel d'économie 98, qui avait fait tout un travail sur les capabilities. Il a thématisé, conceptualisé ce thème de capabilities. Ce que dit Amartya Sen, c'est un individu a un certain nombre de capacités, c'est-à-dire qu'il peut faire plein de choses. Par exemple, moi, Christian Fauré, je pourrais être boulanger. C'est une capabilities. Je peux aujourd'hui en France, c'est possible, je peux être boulanger. Maintenant, est-ce que j'en ai les capacités, qui est autre chose, quelque chose de plus précis? Est-ce que j'en ai les compétences, les capacités pour être boulanger? Ça, c'est une autre question, même si j'en ai les capacités. Et si je sais faire du pain, je sais être boulanger, il faut quand même que j'ai une boulangerie, donc est-ce que j'en ai les potentialités? C'est-à-dire, est-ce que j'ai les éléments financiers qui vont me permettre de me financer pour que je monte cette boulangerie? Donc on voit que le vocabulaire de capacité est quand même beaucoup plus général que le simple aspect capacité, c'est-à-dire capacité, est-ce que j'en suis capable? Donc je garde moi, je ne sais pas si un jour, je pense que le livre sera traduit, il sera traduit probablement par capacité, mais je pense que c'est une erreur. Je maintiens qu'il est beaucoup plus intéressant de le traduire comme étant le reflet sur des capacités plus que sur des capacités au sens strict. Et donc du coup, l'ouvrage met en avant et dégage 24 capacités, qu'on pourrait aussi traduire, si on ne le traduit pas par capacité, par aptitude, qui sont classées dans 5 grandes familles, dans 5 grandes catégories. Vous en avez 8 dans toute la partie Continuous Delivery, 2 dans la partie architecture, 4 dans la partie Product and Process, et Fabien reviendra un peu là-dessus pour voir quelles sont ses capacités plus tard. Lean Management et Monitoring, vous avez 5 capacités, et les éléments culturels, capacités culturelles, vous en avez 5. L'ouvrage a le mérite, c'est de, entre ces différentes catégories et entre toutes ces capacités, de mettre en place et en évidence des liens de causalité. Je vous donne un exemple. Tout le monde sait que la question de la culture dans une entreprise est importante. Il y a des choses qu'une entreprise ne peut pas faire la plupart du temps parce que sa culture s'y oppose. Le terrain n'est pas favorable à ce que certaines pratiques puissent émerger. Eh bien, les auteurs démontrent, si je puis dire, que si vous avez un problème de culture, la meilleure façon de traiter ce problème-là, c'est par définition de ne pas l'affronter de prime abord, c'est-à-dire de travailler sur autre chose. Travailler sur des gestes, sur des pratiques, sur d'autres pratiques qui sont dans les autres familles, ça sera la meilleure manière de faire bouger la culture de l'entreprise. Donc parfois, on a un objectif et ce livre nous apprend que pour atteindre son objectif, il faut plutôt passer par un certain cheminement de capabilities pour arriver à son objectif. Donc c'est un peu comme un billard. Il y a des coups de bande qui permettent d'atteindre des objectifs et de ne pas se dire j'ai un objectif, je vais tout droit, j'ai un objectif, je vais tout droit. Ça dame un peu le chemin pour arriver à nos objectifs. Et c'est un des intérêts, je crois, de cet ouvrage. Pour rentrer dans le détail, je vais te laisser la parole, Henri, pour commencer à déflorer, si je puis dire, le contenu de cet ouvrage. Merci. Ok, donc je vous propose de commencer directement par le cœur du sujet d'Accelerate, qui est la question de la performance, puisque comme l'a introduit Christian, le sujet d'Accelerate, c'est qu'est-ce qu'une organisation technologique performante et comment est-ce que je peux arriver à avoir des indicateurs fiables qui vont me permettre de savoir si une organisation technologique est performante ou non. La première chose, et ce qui est particulièrement intéressant dans Accelerate, c'est le fait de se dire il y a 2 types de performances qu'on cherche à mesurer pour une organisation technologique. Sa performance globale, qui va être une performance basée sur des indicateurs économiques ou des indicateurs culturels, on va dire, et sa performance en termes de delivery pur, c'est-à-dire sa faculté à être capable de fournir du logiciel rapidement, de façon continue et surtout de façon qualitative à ses utilisateurs. Et la question qui se sont posées dès la première itération de l'étude, donc dès 2014, c'est est-ce que j'ai un lien, est-ce que je peux trouver un lien entre performance de delivery et performance de l'organisation? Comme vous êtes ici, c'est que vous avez lu le titre de la matinale, donc il n'y a pas de suspense, c'est pratique parce que ça va me permettre de commencer par la fin. Bah oui, effectivement, il y a un lien. Et ce lien, ils l'ont retrouvé au cours des 4 années d'études. Et en fait, il est assez simple. Les organisations les plus performantes en termes de delivery, en moyenne, elles atteignent 2 fois plus souvent leurs objectifs que les moins performantes. Ils ont essayé de
d'adopter un principe de doute en se disant ok, on a eu des résultats la première année, mais peut-être qu'on a juste mal posé les questions ou qu'on a succombé à un petit biais de facilité parce que c'était la réponse qu'on voulait trouver. Donc ce qu'ils ont essayé de faire en 2015, 2016, 2017, c'est de se dire ok, quels sont les autres facteurs qui me permettent de définir la performance de mon organisation. Donc ils ont pris tout ce qui est part de marché, nombre de clients, croissance de l'entreprise. Ils sont allés sur des domaines un peu plus compliqués à mesurer, type satisfaction de mes employés, façon dont l'information circule dans mon entreprise, le burn-out en général, la difficulté à déployer, etc. Ils ont vraiment essayé de rajouter d'autres facteurs que des facteurs purement économiques. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'en fait, le facteur qui tient toujours et qui permet de prédire en fait la performance d'une organisation, c'est la performance du delivery. Les autres facteurs sont bien sûr importants, mais le facteur primordial, et d'ailleurs ils ont joué l'exercice notamment sur les 2 dernières années d'études, en disant ok, je prends une organisation performante, je me dis celle-ci, elle va être performante d'un point de vue global, elle est performante en delivery, elle est performante globalement, bah, effectivement à chaque fois c'était le cas. Donc ce qu'il faut bien entendre ici, hein, c'est pas que seules les organisations performantes en delivery sont performantes au global, c'est pas forcément vrai, enfin en tout cas c'est pas forcément les constats qu'on peut faire, mais c'est plutôt l'inverse, c'est que si vous êtes performant en delivery et que vous faites de la technologie, c'est plutôt bon pour vous. La question qui se pose du coup c'est mesurer la performance du delivery, comment est-ce que je le fais? C'est une question qui est particulièrement compliquée aujourd'hui puisque les frontières entre activité de delivery et activité de conception et de réalisation ont tendance à devenir de plus en plus floues. C'est notamment vrai aujourd'hui quand vous prenez tous les principes, toutes les méthodes, tous les frameworks qui sont inspirés de l'agile notamment. Vous voyez que design, réalisation et delivery sont des choses qui ont tendance à se faire sur des cycles courts en parallèle et donc il y a beaucoup moins de frontières fortes que ce que vous pouvez avoir dans une industrie manufacturière où là pour le coup les phases de conception, de réalisation et de livraison sont extrêmement séparées. Ce qui a amené les auteurs d'Accelerate à se dire ok, pour être sûr de définir le delivery en tant que tel et de ne pas avoir le bruit, on va dire, de tout ce qui est design et réalisation qui là est extrêmement dépendant à la fois de votre entreprise, de votre secteur d'activité, etc. Ils sont partis d'un postulat assez fort, ils ont dit ok, on va considérer le delivery comme le moment où le code est terminé et où il appartient au code source de l'application. Donc à partir de maintenant, quand on va parler de performance de delivery et de delivery en général, on va le faire au sens d'Accelerate, c'est-à-dire pas le design, pas le fait de faire le code, mais plutôt combien de temps il faut à votre entreprise quand le code est considéré comme terminé pour le mettre en prod. Pour les gens qui ici connaissent bien le Lean, on va vraiment rentrer dans la notion de stock et donc à quelle vitesse est-ce que je suis capable de valoriser mon stock. Parce que si j'ai du code qui attend tranquillement sur master mais qui n'est pas poussé en prod, j'ai un investissement assez conséquent en termes d'argent, mais qui ne me rapporte absolument rien. Donc en fait, la question, c'est à quelle vitesse mon entreprise est capable de valoriser ce stock. Ce que font les auteurs d'Accelerate de façon assez amusante aussi, c'est qu'ils font un petit tour d'horizon des différentes tentatives de mesure de la performance. Ils relèvent notamment 3 tentatives et ils disent que les 3 sont des échecs. Première tentative, c'est de dire un développeur performant, c'est un développeur qui produit beaucoup de lignes de code. Aujourd'hui, ça fait un petit peu sourire. À une époque, c'était beaucoup moins drôle, notamment pour les développeurs en question. On sait aujourd'hui que si vous avez une implème que vous pouvez faire en 20 lignes, si vous la faites en 100, vous n'êtes pas plus performant. En fait, vous allez créer un code beaucoup plus difficile à maintenir et beaucoup plus difficile à faire évoluer pour les gens qui vont passer derrière vous. Ce qui est drôle avec cet indicateur, c'est que la réciproque ça ne fonctionne pas non plus. C'est-à-dire que si vous arrivez à faire un code de 2 lignes pour une implème qui pourrait tenir en 20, il y a de fortes chances pour que vous soyez la seule personne au monde capable de comprendre ce que vous avez fait, et donc pareil, vous avez un code moins maintenable. Donc d'un point de vue de performance, double échec. Après, il y a un autre indicateur, c'est le taux d'utilisation des équipes. Si toutes mes équipes sont occupées à 100%, en fait c'est très bien. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de travail, et donc a priori ça veut dire qu'on est performant. Bien entendu, c'est pas un but en soi, puisque vous pouvez travailler beaucoup, mais si vous produisez beaucoup de choses qui ont peu de valeur, ou beaucoup de choses qui sont de faible qualité, vous n'êtes pas plus performant. Et la deuxième chose qui est un petit peu plus vicieuse, je dirais, car un peu plus cachée, c'est que quand vous êtes à 100% de taux d'utilisation, que vous avez un planning extrêmement serré, où tout est prévu et où vous avez besoin d'être à 100%, si jamais vous avez à un moment un imprévu qui arrive, ça va avoir des effets catastrophiques sur votre capacité à tenir vos plannings d'origine, et du coup ça va avoir un effet catastrophique aussi sur votre performance en termes de delivery.
Donc le taux d'utilisation des équipes, même peine, même combat. Troisième point, la vélocité des équipes. Donc ça, c'est un indicateur qu'on aime bien aujourd'hui depuis que l'agile est devenu particulièrement à la mode. Ce que les auteurs d'Accelerate disent, c'est que la vélocité des équipes, c'est un indicateur qui est intéressant pour tout un tas de choses, notamment pour une notion de planning capacitaire, par exemple, mais qu'en termes d'indicateur de performance à proprement parler, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour trois raisons. La première, c'est que la vélocité, c'est relatif. C'est une équipe qui estime la complexité des items sur lesquels elle travaille, et à partir de là, essayer de comparer une équipe qui fait par exemple 20 points de vélocité par rapport à une équipe qui fait 80, ça n'a pas forcément de sens puisque leur référentiel n'est pas le même. La deuxième chose, c'est que si vous commencez à objectiver une équipe sur son nombre de points de vélocité, ça va être très facile pour l'équipe au moment des séquences d'estimation de dire ok, vous voulez que je fasse 80, bah, je fais x4 sur tout et je vais passer de 20 à 80, tout le monde est content. Du coup, impact en termes de performance, bah, à peu près rien. Et la troisième chose, pareil, qui est aussi un petit peu plus dissimulée, mais qui est sans doute encore plus complexe, c'est que dans un SI, on ne travaille jamais tout seul. Sartre avait fort bien dit l'enfer c'est les autres. Quand vous faites du SI, je pense que vous êtes au courant tous les jours du fait que l'enfer c'est les autres. Quand vous travaillez sur votre appli à vous, tout va bien. Quand vous devez commencer à tirer des flux avec les gens d'à côté, ça commence souvent à devenir beaucoup plus compliqué. Si vous avez un objectif de vélocité, vous allez avoir tendance à favoriser des tâches sur lesquelles vous maîtrisez tout. Donc les tâches qui concernent uniquement votre application, et vous allez essayer d'éviter les tâches beaucoup plus incertaines qui vont concerner d'autres applications. Du coup, en mettant un objectif fort sur la vélocité, ce que vous risquez de faire, c'est de favoriser un optimum local au détriment de l'optimum global, qui est justement ce dont a besoin votre entreprise, puisque vos utilisateurs, ils ne voient pas votre SI comme un ensemble d'applications, ils voient votre SI comme un produit qui leur rend un service. Ce qui nous amène du coup aux trois caractéristiques que les auteurs d'Accelerate ont définies pour un bon indicateur de performance. Le premier, il est global et non local, je viens d'en parler à l'instant. Le deuxième, c'est d'être centré sur l'impact et pas sur la productivité. Produire beaucoup de choses, c'est bien, mais produire les bonnes choses, c'est mieux. Et la troisième chose, c'est qu'il faut que ce soit un indicateur qui soit stable et répétable, puisque si vous voulez mesurer la performance de votre organisation, vous allez vouloir le faire dans le temps, de façon répétée, souvent sur des exercices comptables, ce qui est une autre chose, mais je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-ci. Mais vous avez besoin d'un indicateur stable et répétable que vous allez pouvoir comparer dans le temps. Donc, tout ça nous fait dire que, en fait, un indicateur, c'est peut-être pas suffisant, et du coup, ce qu'Accelerate propose, c'est non pas un, mais 4 indicateurs centrés sur 2 dimensions fondamentales. La première, c'est la vitesse, la deuxième, c'est la stabilité. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'une entreprise performante dans son delivery, elle est d'un côté capable d'être rapide, c'est-à-dire d'apporter rapidement de la valeur à ses utilisateurs et vraiment à ses vrais utilisateurs sur une vraie production. Et en plus de ça, elle est capable de le faire de façon stable, c'est-à-dire que le service qui est rendu ne se dégrade pas dans le temps. Parce que pour celles et ceux qui ici ont essayé d'aller plus vite, souvent ce qu'on sait, c'est que quand on essaie d'aller plus vite, on a tendance à faire moins bien, puisque en essayant d'aller plus vite, on oublie des choses. Donc du coup, ils se sont dit, mesurons les deux, à quel point je suis rapide et à quel point je suis stable. Les 4 indicateurs qui sont ici, on a repris les termes directement du livre pour éviter les problèmes de traduction dont parlait Tristan tout à l'heure. Donc fréquence de déploiement, tous les combien de temps est-ce que je déploie, ça c'est assez facile et c'est généralement un indicateur que tout le monde a. Product Delivery Lead Time, je reviens sur ce que je vous disais sur le delivery tout à l'heure, c'est à partir du moment où le code a été commité, donc mergé sur master, donc où ça a modifié en fait le code source de l'application, et combien de temps met ce code à arriver jusqu'à la production. Ces deux indicateurs sont différents parce que vous pouvez avoir des cycles de livraison assez fréquents, par exemple toutes les 2 semaines ou tous les mois, mais le code que vous livrez, il peut durer de 5 mois, 6 mois, 7 mois. Donc c'est bien 2 choses différentes. Côté stabilité, on a le temps moyen pour réparer un défaut, puisque à un moment, on ne va pas se mentir, dans l'informatique, il y a toujours des bugs. Donc la question, c'est pas de se dire comment est-ce que je peux faire sans bug, puisque la meilleure façon de faire sans bug, c'est d'arrêter de coder. La vraie question à se poser, c'est si jamais un problème arrive, à quelle vitesse est-ce que je suis capable de le corriger? Et la dernière chose, qui est un petit peu le pendant, c'est quand je déploie, quel est mon pourcentage d'échec? Tous les combien de temps est-ce que je dois aller corriger quelque chose rapidement en production, parce que potentiellement, tout ou partie de ma production est cassée. Juste avant de vous montrer les chiffres de 2017, et pour faire monter un petit peu la pression, ce que je vous propose, c'est de faire un petit vote à main levée. Donc,
Si vous êtes ici, c'est que j'imagine vous gérez ou vous supervisez ou vous participez à des projets de delivery. Donc si je prends l'indicateur de fréquence de déploiement par exemple, est-ce que vous pouvez lever la main si vous avez une fréquence de déploiement inférieure à 6 mois? Maintenant, gardez la main levée si vous êtes inférieur à 3 mois. Maintenant, ça va commencer à se compliquer. Inférieur à 1 mois. Inférieur à 2 semaines. Inférieur à 1 semaine. Il y a quand même quelques mains. Je ne vais pas vous infliger le inférieur à 1 journée, parce que celui-ci, il est vraiment dur. Ok, donc on voit que si je fais une synthèse rapide, à partir d'1 mois, ça commence à faire mal, et en dessous d'1 semaine, c'est vraiment très dur. Donc du coup, préparez-vous à un petit choc, parce que les chiffres d'Accelerate font mal. La moyenne des répondants, là, ce que vous avez ici, c'est pas les meilleurs, c'est pas les moins bons, c'est la moyenne. La moyenne des répondants en 2017, ils sont sur ces indicateurs-ci. En termes de rapidité, entre 1 semaine et 1 mois, et en termes de stabilité, moins d'1 jour pour réparer un bug bloquant, et un taux d'échec entre 0 et 15%. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes que sur une mise en prod sur 6. Donc c'est des indicateurs, nous quand on a vu ça chez Octo, où on se targue d'être bon dans notre delivery, c'est des indicateurs qui nous ont quand même questionné, où on s'est dit, on pensait qu'on allait être vraiment tout en haut de la courbe, et on se rend compte qu'en fonction des contextes, on n'est pas forcément toujours tout en haut de la courbe. Donc ça a été aussi un exercice d'humilité, parce qu'on s'est dit, ok, du coup, comment est-ce qu'on peut être meilleur? Notre baseline chez Octo, c'est There is a better way, donc là on s'est dit, bah, c'est bien, on a une better way, donc ça va être intéressant pour nous aussi. Maintenant, on va arriver sur une slide qui est un peu plus chargée. Dans Accelerate, vous avez 3 types de performers. Vous avez les mediums, que je vous ai présentés juste avant, et puis vous avez de chaque côté les high performers et les low performers. On va se focaliser rapidement sur les low performers. Ce que vous pouvez voir qui est assez intéressant, c'est qu'en termes de vitesse, ils sont pareils en fait que les medium performers. Ils ne vont pas forcément plus lentement. En revanche, si vous regardez en termes de stabilité, là il y a une grosse différence. Les conclusions de l'étude, ce qu'ils disent en fait, c'est qu'ils ont constaté qu'il y avait une amélioration de la performance du groupe Low Performers, mais que sans doute en essayant d'aller plus vite, ils ont oublié certaines des pratiques qui garantissaient la stabilité aussi de leurs applications, et du coup ils se sont un peu pris les pieds dans le tapis, ce qui nous fait arriver à ce chiffre où vous avez donc des indicateurs de stabilité qui sont beaucoup moins bons. Maintenant, si je prends de l'autre côté, les gens déprimants, eux c'est très drôle parce qu'en fait tout va bien, tout se passe en moins de 24 heures, voire en moins d'1 heure. Et en fait ce qui est particulièrement frappant ici, et c'est pour ça qu'on a dit comme titre de cette matinale, on va prendre la vitesse conditionne l'excellence, c'est que non seulement la performance de delivery, elle est capable de prédire la performance de l'organisation, mais en plus de ça, les organisations les plus rapides, ce sont aussi les organisations les plus stables. Donc en fait, conclusion, entre vitesse et stabilité, vous n'avez pas de choix à faire en réalité. Si vous savez faire vite, vous allez forcément savoir faire bien. Et tout ce que propose Accelerate, c'est d'arriver justement à se dire, ok, maintenant concrètement, comment est-ce que je fais pour faire vite et bien? Avant de rentrer concrètement dans les détails du framework, je vous propose un petit tour de frameworkologie, comme j'aime bien, la science des frameworks. On est très fort de nos jours pour mettre des étiquettes sur toutes les choses, on aime bien classer, ordonner, ranger. Accelerate se soumet bien volontiers à notre compulsion. Il y a essentiellement 3 choses dans Accelerate, le DevOps, le Lean et le Flow. DevOps et Lean, je pense que c'est des termes qui parlent à beaucoup de gens. Flow, peut-être un petit peu moins. Donc je vais passer un tout petit peu plus de temps sur le Flow parce que, conviction personnelle, je pense que ce mot-là va sans doute sortir un peu plus tard, devenir à la mode à un moment. Petite prédiction gratuite, on verra ce qu'il en est. Je commence par DevOps. Briser le mur entre développeurs et production. Alors DevOps, aujourd'hui on a mal à notre DevOps chez Octo parce qu'on voit des annonces de recrutement qui disent je recherche un DevOps ou je recherche quelqu'un qui fait le DevOps. En fait, ce qu'on aime dire chez Octo, c'est que DevOps, c'est pas ça. DevOps, c'est pas le fait d'une personne. DevOps, c'est le fait d'une équipe. L'un des principes de base de DevOps, c'est de dire tout le monde est responsable. Donc c'est très bien, ça tient en 5 mots, c'est joli. Dire tout le monde est responsable, en fait, c'est un changement majeur parce que ça veut dire que toutes les équipes qui concourent à la réalisation de l'application, elles sont toutes responsables de ce qui se passe in fine, en vrai, en production, pour l'utilisateur final. Et aujourd'hui, hélas,
les organisations technologiques sont très souvent organisées on va dire, en suivant un modèle qui suit beaucoup l'industrie manufacturière avec des choses très phasées et des équipes qui ont des périmètres très différents. Le principe de DevOps, c'est de dire en fait faut arrêter ça parce que ça ne fonctionne pas et dire qu'on a des développeurs qui sont là pour faire les choses vite et qu'on a des gens de la production qui sont là pour les faire bien, ça n'a aucun sens puisqu'en fait c'est la même matière qui manipule et cette matière c'est le code logiciel et le code d'infrastructure par ailleurs. Donc l'objectif c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avoir une équipe qui est DevOps en entier et qui va avoir dans son périmètre de responsabilité tout le flux jusqu'à la production et donc ce qui permet de rendre le service concrètement à l'utilisateur. Sur le Lean, on a choisi quelque chose qui parle de vitesse puisque c'est quand même le sujet du jour et notamment un principe simple et basique du Lean mais qu'on oublie beaucoup, c'est le fait que si vous voulez aller plus vite, le meilleur moyen de le faire, le moyen le plus simple et le plus économique, c'est de limiter la parallélisation. La parallélisation, c'est une sirène à laquelle on succombe beaucoup dans l'informatique, où on se dit si je veux aller plus vite et que j'ai plusieurs projets à faire, en fait je vais tous les commencer en même temps, parce que si je commence tout en même temps, j'ai plus de chances de tout finir à la fin. En fait non, et là pour le coup on peut s'appuyer sur une loi qui a été énoncée par un mathématicien il y a de ça maintenant plus de 50 ans, qui dit que le temps de réalisation d'un système, c'est le nombre d'unités de travail qui sont dans le système divisé par le nombre d'unités que le système est capable de sortir. Donc ça paraît évident, hein, si j'ai 5 tâches d'1 heure et que j'essaye de toutes les commencer en même temps, il va me falloir forcément 5 heures pour tout sortir. Le problème c'est que si vous comptez la chose différemment et que vous vous dites si je commence les 5 tâches d'1 heure en même temps, ça veut dire qu'au bout de 2 heures, j'en aurai aucune qui sera finie. Et si tout se passe bien, et Dieu sait que dans l'informatique tout ne se passe jamais bien, à la fin des 5 heures, je devrais avoir fini les 5 tâches. Le vrai problème qu'il y a derrière ça, c'est que vous ne finissez pas les choses, donc du coup, vous n'apprenez pas, vous n'avez pas votre retour sur vos hypothèses de base, et du coup, vous êtes dans un risque qui est beaucoup plus fort en essayant de commencer plusieurs choses simultanément, plutôt qu'en vous disant j'en prends une, je la finis, je prends la suivante, je la finis, etc. C'est plus difficile en termes de méthode, on va dire, et de rigueur, mais ça a des bénéfices bien plus importants en termes de réduction et de gestion du risque. Et puis la deuxième chose qui est quand même magique là-dedans, c'est que si vous voulez aller plus vite, rajouter des gens, ça coûte cher, il faut les trouver, ça prend du temps, il faut les payer, ça coûte de l'argent, il faut s'assurer qu'ils vont monter en compétences, ça prend du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Là où si vous simplement réduisez l'encours dans votre système, et nous quand on travaille côté IT, on ne peut pas forcément dire aux métiers ce qu'il faut faire et quelles sont les deadlines. En revanche, ce qu'on est capable de dire à nos métiers, c'est aujourd'hui, ça je ne suis pas capable de le prendre parce que je travaille déjà sur quelque chose d'autre. Donc ton tour reviendra et en travaillant sur un seul projet à la fois, ton tour reviendra plus vite. Finalement, c'est plus facile à faire que de recruter davantage de gens. Pour la partie flow, j'ai repris notre animal totem. Résumer le flow, c'est compliqué. J'ai pris cette image-ci pour une bonne raison, c'est que si je devais résumer le flow très rapidement, je dirais le flow c'est mettre en place une cadence rapide, soutenue, continue, et utiliser cette cadence pour faire de l'incertitude et de la variabilité et de la volatilité un levier plutôt qu'un frein. Quand on travaille dans l'informatique, on est dans le domaine de l'incertain. Si vous connaissez Kinefin, on va parler de compliqué versus complexe, etc. Mais on est sur quelque chose qui est fondamentalement incertain. Ce n'est pas des choses répétables. Si vous avez codé vous-même ou vous avez vu des gens faire du développement, vous voyez que ce n'est pas une activité qui est simple et où 1 plus 1 n'est pas nécessairement égal à 2, et vous avez plein de façons différentes d'arriver à 2. Du coup, le postulat du flow, c'est de se dire comment est-ce que je peux faire pour que dans mon organisation, les choses aillent suffisamment vite pour que je puisse avoir ce retour sur investissement rapidement. Comment est-ce que je peux gérer l'incertitude pour qu'elle ne soit pas un problème et au contraire pour qu'elle soit un bénéfice, puisque en fait quand je ne sais pas si les utilisateurs vont être contents, potentiellement ça veut dire que je peux avoir des gains énormes parce que je peux trouver des nouveaux marchés ou des nouvelles sources de valeur à des endroits où je ne les imaginerais pas forcément. Et pour ça, la seule façon de faire, c'est pas de se poser entre 4 murs, entre sachant et de se dire c'est ça qui est bien, c'est en fait d'aller directement voir les utilisateurs. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un monde où la technologie nous permet d'aller beaucoup plus vite et justement d'aller chercher le feedback des utilisateurs beaucoup plus vite. Donc en fait, ne pas le faire, c'est se priver d'une des forces de l'informatique
et de n'avoir que l'aspect faiblesse, c'est-à-dire en fait, je ne sais pas où je vais. Donc, un des principes de base du flow, qui est issu du Lean, c'est réduire la taille des lots. L'idée fondamentale derrière ça, c'est qu'en fait, plus votre lot est gros, plus il y a d'incertitudes dedans, plus c'est difficile de faire du planning, plus vous allez avoir besoin de gens pour piloter ce qui se passe à l'intérieur de ce lot. Si je prends un projet de 1 an par exemple, je vais forcément avoir besoin de quelqu'un pour piloter tout ça. Et en plus, quand vous avez des gros lots, ça veut dire que vous avez beaucoup de gens qui bossent dessus. Et du coup, vous assistez à partir d'un certain moment à un système qui est, je trouve ça extrêmement cynique, c'est qu'en fait, comme tout le monde est impliqué et que tout le monde attend tout le monde, du coup, personne n'est responsable. Du coup, en fait, si je suis en retard, c'est pas grave, parce que l'équipe d'à côté, elle est en retard aussi, donc en fait, de toute façon, à quoi ça sert? Et quand on fait des coproges, on se dit, ok, tout va bien, ou des copines, la deadline, c'est toujours ça, mais en fait, les gens dans les équipes savent très bien que la deadline, elle est déjà morte. Et du coup, en fait, on arrive à un point où, si je résume un petit peu violemment, tout le monde s'en fout, puisque de toute façon, on sera en retard. Donc non seulement il y a du risque, en plus de ça, vous avez besoin de ressources, et vous avez besoin de gens, et vous avez besoin de beaucoup de choses pour arriver à piloter, garder de la visibilité, etc. Et en plus de ça, vos batchs ils vont avoir tendance à s'auto-alimenter, puisque quand vous avez 2 ou 3 fenêtres de livraison par an, tout le monde veut prendre le train, personne n'a envie de rater, donc vos lots deviennent encore plus gros, parce que tout le monde essaye de se raccrocher au train avant qu'il parte. Donc si vous voulez aller plus vite et que vous voulez réduire vos risques, réduisez la taille de vos lots et travaillez sur des unités de travail de plus en plus petites, de plus en plus découpées, qui vont vous permettre d'être plus juste en termes de planning, en termes de prévision, qui vont vous demander moins d'efforts de pilotage et qui vont permettre aux gens qui travaillent dessus de se dire ok, concrètement là je sais que j'ai un impact parce que ce truc là quand je l'aurai fini il va pouvoir partir en prod, et comme j'aime bien dire, il ne faut jamais sous-estimer la fierté d'un développeur. Réduire la taille des lots c'est bien, mais c'est bien aussi si on sait réduire le coût de traitement des lots. Alors, vue d'artiste. Un graphe où j'ai d'un côté le coût et de l'autre côté le nombre d'unités par lot. Là, je pars d'un postulat simple qui est que le coût de mon stock est linéaire, c'est-à-dire que plus j'attends pour livrer, plus ça me coûte de l'argent et en plus, moins je peux en gagner puisque ma fonctionnalité n'est pas livrée en production. La courbe est rarement linéaire dans la vraie vie, généralement elle fait beaucoup plus mal. Après, j'ai mon coût de transaction. Là, c'est assez simple, c'est si je prends une ligne de code, je vais prendre un cas un peu absurde, ou 10 000 lignes de code, combien ça me coûte pour les mettre en prod. Si j'ai une ligne, potentiellement ça va me coûter très très cher. Si j'ai 10 000 lignes, ça va me coûter beaucoup moins cher puisque les étapes que je vais utiliser pour livrer vont toutes être les mêmes. Généralement, on va passer par une étape de packaging de l'application, mise à disposition sur un environnement de qualification, travail des équipes de QA, travail des équipes de sécu, revue par la cellule d'architecture, repackaging de tout ça et envoi sur l'environnement de production. Donc, dans cette condition-ci, j'ai intérêt, on va dire, si je veux réduire mon coût de transaction, à avoir des livraisons avec beaucoup de code dedans. Le truc qu'il y a, c'est que si on prend la chose d'un point de vue économique, le coût total de l'opération, c'est pas uniquement le coût du stock ou uniquement le coût de transaction, c'est la combinée des deux. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que vous avez un petit endroit intéressant au milieu qui fait un U, donc ce qui veut dire que en fait, vous n'avez pas besoin d'être tout à fait au centre, vous pouvez être un peu à gauche, un peu à droite, c'est pas très grave. Mais du coup, vous avez un U qui dit que c'est ça la taille optimale de mon batch. C'est quelque chose qui est à mi-chemin, on va dire, qui fait la synthèse entre mon coût de transaction et le coût de mon stock. Maintenant, partons du principe que mon coût de transaction, j'ai réussi à le réduire. Quand on parle DevOps, on parle justement, par exemple, automatisation. Quand on parle organisation, on va parler mettre des gens des équipes de QA dans les équipes de développement, ce genre de choses. Donc, partons du principe que j'ai réussi à faire ça et que du coup, le coût pour mettre en prod des lignes de code a beaucoup baissé et qu'à partir du moment où je suis à une centaine ou quelque chose comme ça de lignes de code, ça me coûte finalement plus si cher et c'est pareil pour le reste de la courbe. À partir de ce moment-là, forcément, vous l'avez vu venir, j'ai une nouvelle taille optimale qui est très intéressante pour une bonne raison, c'est qu'elle est beaucoup plus proche du bas de la courbe rouge. Et si je devais caricaturer un peu, je dirais que la courbe rouge c'est le métier, alors que la courbe bleue c'est l'IT, quoi. Donc en fait, en faisant ça, vous arrivez à livrer plus rapidement, et en fait vous arrivez à livrer plus rapidement avec des vrais gains économiques, qui est que ça vous coûte moins cher, et surtout ça va vous rapporter plus vite de l'argent et plus vite de la connaissance. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui me fait dire que les techniques
sont absolument essentiels parce que la méthode c'est de dire ok, réduisons la taille des batchs, tout ça c'est très bien, mais si ça vous fait une charge énorme de travail supplémentaire, ça n'a pas d'intérêt. Donc pour faire ça, ayez les techniques qui sont associées et qui vont vous permettre effectivement de réduire votre coût de transaction. Pour finir sur la partie frameworkologie, on ne pouvait pas faire un petit détour sur notre grand ami l'agile. Je disais tout à l'heure, on a mal à notre DevOps, mais je pense qu'on a mal aussi à notre agile. Ce qui est marrant, c'est que dans le livre, il parle beaucoup moins de l'agile que des trois autres choses dont on a parlé juste avant, donc DevOps, Lean et Flow. Ils en parlent très très peu, et à notre sens, c'est lié à un truc fondamental qui est que le manifeste agile, c'est un beau paradoxe. Un beau paradoxe dans le sens où les choses qui sont dites sont pleines de bon sens et sont bien entendu une cible évidente. Je veux dire, qui n'a pas envie que les gens se parlent plutôt qu'ils utilisent des outils pour se parler, qui n'a pas envie d'avoir un logiciel qui marche plutôt qu'une documentation exhaustive, etc. Tout ça, c'est très vrai. Le problème, c'est que vous êtes à un niveau qui est tellement haut, tellement méta, comme on aime bien dire, que vous êtes un peu en mode ok, j'ai envie de faire tout ça, mais en fait, chez moi, je n'y arrive pas et je ne vois pas comment ça peut marcher. Et le problème du manifeste agile, c'est qu'il est très peu prescriptif. Il vous donne des idées, mais il ne vous dit pas comment le faire. Il y a quand même deux choses qui sont dites dans le manifeste agile. La première, c'est le premier principe sous-jacent au manifeste, qui dit que la plus grande priorité, c'est de satisfaire le client en livrant au plus vite et de façon continue un logiciel de valeur. En anglais, texto, il y a marqué Continuous Delivery, ce qui est rigolo quand on sait que ça a été écrit en 2001 et que le terme Continuous Delivery est arrivé à la mode bien après. Mais ce qui est amusant, c'est que, en fait, si je lis cette phrase différemment, je vais dire, si vous ne livrez pas au plus tôt et de façon continue, bah en fait, vous n'êtes pas agile, quoi. Donc ça fait mal, mais en même temps, ça force à se reposer la question de base, qui est de se dire à quel moment j'apporte de la valeur, et est-ce que je suis capable de le faire vite, et est-ce que je suis capable de le faire bien, et est-ce que je suis capable de le faire en continu, est-ce que mon organisation elle est capable d'adopter ce rythme soutenable et soutenu. En revanche, là où l'agile ne va pas vous aider, c'est pour accélérer beaucoup ce qui est dit, donc troisième principe du manifeste, livrer en cycle court de 2 semaines à 2 mois avec une préférence pour les cycles les plus courts. 2 semaines à 2 mois. Si vous vous souvenez des high performers, nos amis désespérants, 2 semaines, ça fait longtemps qu'ils ont dépassé ce train-là. Donc là-dessus, l'agile ne va pas vous aider. En revanche, bonne nouvelle, Accelerate va vous aider, Octo aussi, bien entendu, et on va y revenir juste après. En conclusion sur cette partie, ce qu'on cherche à faire dans le développement logiciel, c'est d'être au centre de cette triade entre je fais la bonne chose, je fais bien la chose et je la fais vite. En vrai, la façon dont on le fait aujourd'hui, la plupart du temps, c'est l'héritage de l'industrie manufacturière. On fait les choses dans l'ordre. On commence par qu'est-ce que je veux faire. Une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, spécification fonctionnelle détaillée pour ceux qui ont des souvenirs, on se dit comment est-ce que je vais bien la faire. Et une fois que je sais comment je vais bien la faire, là je me dis maintenant comment est-ce que je peux faire pour la faire vite, pour la faire passer à l'échelle et tout ce qui va avec. Ben, en fait, ce que nous dit Accelerate, et ce dont on est intimement convaincu chez Octo, c'est qu'il faut faire exactement l'inverse. Il faut commencer en se disant comment est-ce que je peux être capable de faire vite. À partir du moment où je sais faire vite, ça va tirer le fait de faire bien, parce que si j'essaye de faire vite et que je fais mal, tout va exploser partout. Et une fois que je sais faire vite et bien, bah, allons voir nos clients et allons voir si ce qu'on leur livre, c'est la bonne chose. Et la beauté en plus de ce modèle-ci, c'est que si vous savez faire vite et bien, mais que la chose n'est pas la bonne, vous allez pouvoir rapidement tester autre chose et savoir plus rapidement si la chose, c'est vraiment la bonne chose. Et ça conclut cette partie-là. Oui. Alors, on vient de découvrir les 4 métriques qui caractérisent la performance du delivery. On vient de voir les influences du framework Accelerate, mais en fait, c'est quoi les pratiques derrière? On a vu que jusqu'à présent, il y avait des choses qui étaient positives, des choses plus négatives, mais en fait, sur Accelerate, on ne part jamais de zéro. C'est des pratiques que je pense que vous avez déjà chez vous et qu'on va rebalayer justement ces 5 grandes familles. Dans le Continuous Delivery, il y a des pratiques que vous avez déjà mis en place. Il y a des capabilities, je vais essayer de me forcer de respecter ce qu'a dit Christian, d'utiliser le bon vocabulaire. Il y a des capabilities que vous maîtrisez déjà, ou au moins sur lesquelles vous avez franchi les premiers pas. Et donc, c'est une bonne nouvelle, il y a un bon espoir.
Donc allons-y sur le modèle Accelerate. Qu'est-ce qu'une capacité? Une capacité, dans le modèle Accelerate, ça doit être une pratique qui doit être concrète. Alors, souvent, c'est résumé par 2 ou 3 mots, mais en fait, ces 3 mots, derrière, il y a plein de choses. Christian a parlé de la dynamique de sondage, de poser une affirmation. Je vais prendre un exemple de capabilities, par exemple, gestion des versions. Gestion des versions, si je l'entends comme ça, si je vous dis qui met le code source dans un choix de version ici? Levez la main. D'accord. Bon. Je m'attends à plus de réponses positives. Dans le contrôle des versions, il y a la gestion du code source, mais il y a aussi, est-ce que votre configuration est dans votre gestion de compte source? Est-ce que vos décisions d'architecture sont dans votre gestion de compte source? Est-ce que vos migrations de données vos migrations de schémas de données sont dans votre code source? En fait, derrière ce petit capability de contrôle de version, il y a plein d'éléments que vous avez ou vous n'avez pas et sur lesquels vous pouvez vous améliorer. Et on en a fait un. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 24. Ces 24 capacités, plutôt que vous les montrer, enfin, je vais vous les révéler à la fin, pas d'inquiétude, on va parler en fait, derrière chaque grande famille, qu'est-ce qui se cache. Parfois, on va voir, il y a quelques différences par rapport à ce qu'on a l'habitude d'entendre. Donc, je vais essayer de vous expliquer sur chacune d'entre elles l'esprit d'Accelerate. Et ensuite, on déclurera le rideau sur ces 24 capacités. Le continuous delivery, l'enjeu, c'est d'adopter une vision pipeline. Une vision pipeline de son delivery, pourquoi? En tant que développeur, ça permet de se donner de la visibilité, se donner de la confiance sur le code que je livre. En fait, il va passer par différentes étapes. Ces étapes, elles auront été construites par des développeurs qui sont souvent, qui m'ont laissé un legacy, puisqu'ils ont, toute personne qui a contribué au projet a contribué à ce pipeline. Il a mis ses propres règles, il a mis les propres barrières qui font que je risque de mettre en danger la production. Le continuous delivery, c'est toutes les méthodes qui vont permettre de construire cette vision pipeline du delivery. Cette vision de pouvoir sécuriser chaque étape dans la livraison logicielle. Par exemple, une des étapes étant la migration du schéma de données en qualification qui ne passe pas. Le pipeline en place arrêtera la livraison et je ne mettrai pas en danger la production. Donc ça, c'est un facteur clé d'accélération. Sans ces pratiques-là, autour du continuous delivery, c'est impensable de passer la barrière de 1 mois, 2 semaines. Product and Process, c'est valider itérativement que le produit que je développe correspond à un besoin. Là, on va trouver des capabilities qui tirent parti, non pas du DevOps, mais plutôt de l'user experience, de l'UX, avec les tests utilisateurs, ou du delivery management, avec des pratiques autour de rendre visible le travail. Qui parmi vous a déjà travaillé sur une tâche urgente qu'il fallait à tout prix faire sur la journée? Qui a appris le lendemain qu'en fait, ça ne servait à rien? Rendre le travail visible, c'est un moyen d'éviter les gaspillages. C'est un moyen d'assurer que les gens travaillent sur des choses qui font sens. C'est aussi le prérequis pour passer la barrière des petits lots. Si vous n'avez pas sur quoi travailler, ça va être difficilement de faire des lots plus petits sur ce qu'on ne sait pas. Et aussi, c'est donner un moyen d'expérimenter en respectant les quelques facteurs qu'on a décrits au début, puisqu'un projet, comme l'a dit Henri, c'est de l'incertitude. Et Jérôme reviendra sur ces aspects-là, justement, product and process, et comment permettre à l'utilisateur à une équipe de voir son travail. Le lean management et le monitoring, naturellement, quand on dit lean management, on entend un Kanban. Bon, en fait, dans Accelerate, le Kanban, vous l'avez dans le product and process. Dans lean management et monitoring, c'est plus qu'est-ce que je dois mettre en place pour que des équipes collaborent. Alors déjà, pourquoi faire collaborer des équipes? Parce qu'en vrai, si une équipe est capable de délivrer, en fait, un projet ambitieux, c'est souvent plus qu'une équipe. Dans des contextes clients, il y a des endroits sur lesquels on a forcément 10, 20,
30 personnes, et vous connaissez tous l'attribut Pizza Team. Faire une équipe de plus de 8 personnes, ça la ralentit fortement. Donc, réaliser certains projets n'est pas possible sans augmenter le nombre d'équipes. Et les capabilities que vous allez trouver dans le Lean Management et Monitoring, c'est ce qui permet de piloter le produit, cette chaîne de valeur collaborative, et de limiter les process bureaucratiques. Pas limiter les process, parce qu'on en a besoin certains, mais éviter des process qui répondent à des process, tout simplement. Donc c'est les capabilities qui vont vous amener ces facteurs-là. L'architecture, c'est un élément que Accelerate ou Jenkins a mis en valeur dans d'autres conférences, le rôle de l'architecte, qui pour eux est un fondamental dans l'accélération des entreprises. Sauf que la posture, elle est différente. C'est pas une posture de technophile, c'est pas une posture qui va vous dire l'application, pour qu'elle soit performante, tu utilises Java. Tu veux faire un moteur de recherche, tu utilises de l'Elasticsearch. C'est une posture qui va accompagner les équipes dans la maîtrise de leur périmètre et de leur autonomie. Par exemple, une équipe doit être, pour ça, pardon, j'ai oublié de préciser un point important, l'architecte va travailler sur 2 attributs principaux. La déployabilité, la testabilité d'un système. Au sens, elle va aider l'équipe à définir comment déployer sans attendre les gens qui sont autour, comment tester en isolation sans dépendre, en limitant les besoins de répondre aux dépendances. Le rôle de l'architecte est un rôle de définir des territoires d'autonomie avec des patterns de résilience qui vont permettre à des logiciels de fonctionner en semi-autonomie à part une fois qu'ils sont en production. Ou en production, justement, ils donnent toute leur puissance pour venir répondre à des problèmes complexes. Alors, la dernière famille de capacités, on en a fait 4 là, on a presque fini. La culture, le gros morceau, celui sur lequel on se dit ouais, mais la culture, je la subis, la culture elle vient de mon entreprise, et la culture c'est les autres. La bonne nouvelle, c'est que Accelerate dit en fait, la culture, vous pouvez la changer. C'est plutôt bien. Le point, c'est qu'en fait, pour la changer, comme l'a dit Christian, il ne faut surtout pas travailler sur la culture. En fait, ce qui fait la culture, c'est la somme de tous les petits gestes que fait votre organisation. Et pour changer ces petits gestes, vous allez changer sur des familles de capacités autour du continuous delivery, autour du product and process, autour du lean management. Et ça, vous allez obtenir des bénéfices culturels sur les capabilities culturelles autour de la satisfaction du travail, autour du leadership, et ainsi de suite. Il est temps de lever le rideau sur les 24 capabilities. Je vous laisse une petite minute. Alors, chaque capability, comme je l'ai dit juste avant, c'est entre 2 et 4 mots. Par exemple, on pourrait se dire le management visuel serait dans Visualizing Work. Sauf qu'en fait, non, le management visuel est séparé en 2. On l'a dans le stream, Value Stream Visibility avec toute la notion de Kanban, de représenter le flux de valeur. Le Visualizing Work, l'objectif, c'est d'assurer que l'organisation est capable de rendre le travail visible. Donc pour ça, il faut se rattacher à l'étude pour savoir qu'est-ce qui se camoufle derrière ces capabilities. On ne peut pas juste, en se basant sur ces 24 boîtes, définir sa stratégie Accelerate. Bon, on a 24 capabilities, 4 métriques, mais en fait, c'est ingérable. C'est ingérable. Il y en a trop. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il faut le prendre, tout simplement, le fondamental d'Accelerate, c'est celui-là. Mesurer le fonctionnement de vos delivery. Pour ça, vous pouvez adopter une approche subjective ou une approche objective. Approche subjective, tout simplement, vous demandez c'est quoi notre fréquence de déploiement. Tant que vous êtes supérieur à une semaine, en fait, vous pouvez le faire à l'oral, le dire on déploie tous les combien. La mesure objective, c'est que vous allez effectivement industrialiser votre CI/CD pour savoir tous les combien vous déployez.
Une fois que vous avez cette mesure, vous avez 24 leviers. Ben, vous allez commencer à décider d'agir sur certains d'entre eux. 1, 2, 3. À partir de là, vous allez attendre une semaine, 2 semaines, puis commencer à voir s'il y a des impacts sur vos mesures. Et on recommence et on boucle. N'essayez pas d'attaquer les 24 capabilities de front. Et justement, c'est là où on va s'intéresser, en fait, comment et par où commencer. Alors, la première recommandation, je vais vous faire très consultant, on a 4 recommandations. La première recommandation, c'est choisir ses combats. Une approche progressive et durable. Ne commencez pas sur 8 équipes. Commencez sur 1, 2, 3. Commencez par mesurer. J'ai dit, mesure subjective, objective. Puis ensuite, protéger un peu cette équipe du reste de l'organisation, parce qu'effectivement, l'organisation a des forces de rappel qui lui diront, bon, Accelerate, c'est gentil, mais à un moment, nous, il y a des process qui sont en place. Puis, promouvoir les ambassadeurs, autant vos échecs que vos succès. Les deux sont source d'apprentissage pour l'organisation. Le but, ça reste quand même d'éviter le syndrome nouveau monde, ancien monde. Et ça s'accompagne, que ce soit au travers de ressources humaines, au travers de coaching, au travers de pratiques comme ça. Notre deuxième recommandation, c'est commencer par des capabilities locales avant de commencer par des capabilities globales qui permettent de passer à l'échelle. Pour ça, on va plutôt se focaliser sur les pratiques de continuous delivery et de product and process. Inutile de commencer par comment je vais découper mon application si pour l'instant vous avez une seule équipe, ce n'est pas votre priorité. En tout cas, ce n'est pas ça qui va accélérer votre delivery. Ces capacités de passage à l'échelle, en fait, j'aime bien parler d'effet de levier. C'est elles qui vont faire exploser votre delivery. Mais si votre capacité de delivery elle est faible, elles n'auront aucun effet. Voilà. Donc, commencez local avant de viser le global. Troisième recommandation, là on retombe sur Accelerate. Accelerate nous donne un graphique assez étrange. Il nous donne une ABAC. Qui parmi vous a déjà connu les tables de cosinus? Il y a quand même du monde. Moi, c'est mon père qui m'en a parlé, je n'ai pas connu. C'était, effectivement, j'ai les chiffres et en face, je peux avoir l'angle qui correspond au cosinus voulu ou à faire des ratios là-dessus. Accelerate nous donne ce type de table sous la forme de ce graphe-là, qui nous dit en fait, pour savoir si vous êtes low performer, medium performer, high performer, regardez le nombre de déploiements par jour que vous faites rapporté au nombre de développeurs. Positionnez votre point et vous saurez où vous êtes. Alors, ce que nous dit ce graphe, c'est qu'en gros, inférieur à 10 développeurs, en vrai, il n'y a pas de différence entre low, medium, high performer. Par contre, au-delà de 10, on rappelle, une pizza team, c'est 12 personnes. Au-delà de 10 développeurs, on commence à avoir 2 équipes, et là, c'est qu'on voit que les low performers voient leur capacité à déployer baisser. Par contre, quand on reconnaîtra un profil high performer, c'est au-delà de 100 développeurs. En gros, j'ai réussi mon découpage. Je commence à avoir une dizaine d'équipes. Si chaque équipe est capable de déployer une fois par semaine, ça veut dire que si j'ai 10 équipes qui déploient une fois par semaine, je déploie plus d'une fois par jour. Tout simplement. L'effet de scalabilité, en fait, du nombre de déploiements par jour, c'est pas votre équipe forcément qui va déployer plus d'une fois par jour, c'est qu'en fait, il y aura plusieurs équipes qui vont déployer une fois par semaine, par exemple. Alors après, il y a une catégorie qui est apparue en 2009 qui s'appelle Elite, et celle-là, elle fait vraiment mal au cœur. Bien, alors la quatrième, on m'a dit qu'il ne fait pas trop que je vous la montre, mais je crois que Christian en a parlé, ou Henri en a parlé. En fait, pour faire du Accelerate, oubliez l'externalisation. Donc ne faites pas appel à des boîtes de conseil comme Octo donc oui, dans l'étude Dora 2018, ils mettent en avant que l'outsourcing a un effet négatif sur la performance de delivery. Donc dans l'idéal, si vous devez commencez avec une équipe sur laquelle vous avez des internes, ça fait sens parce que c'est eux qui sont les plus à même de capitaliser dans votre organisation. Après, ça ne veut pas dire ne pas les accompagner, ça ne veut pas dire ne pas avoir une certaine proportion de prestataires. J'ai vu des environnements où les prestataires en fait sont comme des internes. C'est juste que leur fiche de paye est payée par quelqu'un d'autre. Voilà, donc à mettre en lumière, le principe c'est privilégier l'internalisation. Bon,
En vrai, ça n'empêche pas d'avoir quelque chose à vous vendre. On s'est retrouvé à devoir faire un assessment accelerate. Donc un client veut revoir son modèle opération, il nous a dit moi j'ai 8 équipes et en fait je veux revoir un modèle d'opération plus global et j'aimerais bien que ces équipes puissent se positionner. Parce qu'en vrai, elles ont déjà une certaine maturité sur ces capacités. On l'a vu, les capacités n'émergent pas de zéro. Les équipes les ont déjà utilisées. Et en fait, moi en tant que manager, pour leur donner des moyens, pour affecter des ressources, pour leur donner envie de réussir, leur donner la capacité à réussir, j'ai besoin de savoir où elles sont. Donc, on a pris le chapitre, la partie 2 d'Accelerate, le protocole de recherche, on a regardé les différents questionnaires et on a fabriqué un outil d'auto-assessment qui permet de mesurer le potentiel d'une équipe ou d'un groupe d'équipes et on accompagne sur une démarche sur comment l'organisation peut avancer sur ses prochaines actions et sur ses capabilities. Comment ça se concrétise? En fait, sur le même modèle Accelerate, on est sur un sondage. Un sondage, là vous avez l'exemple sur la capabilities de version control. Est-ce que votre code applicatif est dans l'application, dans le système de gestion des sources? Est-ce que vos configurations sont dans le système de gestion de sources? Est-ce que vos scripts sont dans le système de gestion de sources? Et vous avez comme niveau de réponse qu'on appelle une échelle de Likert. Une échelle de Likert, vous ne répondez pas entre oui, non. Pourquoi? Parce que c'est toujours difficile en fait. On a toujours une partie. Par exemple, j'ai connu un projet, je vais prendre cet exemple-là. Un même projet actuel, le code de l'application, oui, il est dans le code source. Il est dans le gestionnaire de source. La configuration, on a une configuration par défaut dans le gestionnaire de source. Mais en fait, la dernière fois, il y a Frédéric qui allait toucher la prod, qui a changé la variable de configuration avec demande métier. On a oublié, 3 semaines après, on a redéployé, on l'a écrasé. On n'est pas très bon là-dessus. Mais on l'a quand même. Sur les scripts d'automatisation, globalement, ils y sont tous, à part 2 jobs qu'on a dans le Jenkins, qui font chacun 10 lignes, et il faudra peut-être qu'un jour on réintègre. Donc on n'est pas non plus complètement sec là-dessus. Donc voilà comment on répond à ce type de questions, et voilà pourquoi est-ce que c'est efficace pour après, derrière, sortir une cartographie sous cette forme-là, qui permet de positionner une équipe dans le modèle de capabilities d'Accelerate. Alors, vu que c'est de l'auto-assessment, et c'est pour ça qu'on ne donne pas l'outil comme ça, faites votre assessment et voyez les résultats, peut y avoir des biais, des équipes qui peuvent subir une pression managériale ou des pressions contractuelles qui fait qu'elles vont monter la notation ou baisser la notation. C'est pour ça que ça s'inscrit dans une démarche d'accompagnement, justement, pour déclencher des éléments de chantier concrets. Si vous voulez une démonstration plus complète de l'outil, je vous invite à rencontrer Nisrim après la matinale, qui sera ravi de vous en parler en long, en large et en travers, et expliquer l'aventure que ça a été pour la construction, parce que ça a été une sacrée aventure aussi. Bon, mais en vrai, par où je démarre? Nous, on connaît 5 douleurs que certains de nos clients ont. Souvent, ils en ont une ou deux. Le premier besoin, c'est, en fait, j'ai besoin de visualiser l'impact de mon travail. Les choses se font, mais en fait, on ne voit pas l'impact réel, on ne voit pas ce qui se passe. Le deuxième besoin, c'est on peut avoir besoin d'augmenter la cadence de l'équipe développement. En gros, elle produit, mais pas assez fréquemment, et on a besoin d'avancer plus régulièrement. Deuxième besoin, c'est d'automatiser les tâches récurrentes. Ça, c'est un cas, j'ai eu un client qui a 2 développeurs. Il me dit, en fait, dans mon équipe, j'ai 5 personnes, mais il y a 2 développeurs, ils sont constamment sur des besoins, par exemple, de configuration du moteur de règles pour le métier. Parce que pour du e-commerce, il y a besoin d'aller modifier des règles à la main, et j'ai 2 développeurs, ils font que ça, et en fait, il y aurait moyen de l'automatiser, et on n'est pas très bon. Troisième besoin, c'est intégrer la qualité dans le processus de développement. Moi, ils arrivent à livrer, mais en fait, ce qu'ils livrent à la fin, ça nous sert pas, ça nous dessert plutôt que ça nous sert en tant qu'IT. Et ils sont de super bonne volonté, mais par où je peux les aider pour résoudre ce problème-là. La 5e douleur qu'on peut avoir et sur laquelle il y a un objectif, c'est comment est-ce que je dois soutenir les équipes. Et en fait, pour chacune de ces douleurs, donc choisissez les vôtres ou la vôtre, on a choisi 2 capabilities qui pour nous font pleinement sens. Pour visualiser l'impact, le point de départ, c'est tout ce qui va être visualisation du flux de valeur. Jérôme montrera un exemple. Comment est-ce que lui a taclé ce problème-là au démarrage de son projet.
Le deuxième besoin, c'est de prendre du feedback client. Et ça, il y a beaucoup de techniques autour de l'UX. Je pense que Josran qui est là-haut pourra vous présenter ces éléments-là qu'on peut activer chez Octo, tels que les tests utilisateurs, pour repérer les problèmes et voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce sens-là. Pour augmenter la cadence, les deux capabilities qu'on va recommander, sur lesquelles on va recommander de faire le focus, c'est travailler sur la taille des lots. Et là, il y a un travail qui est à la fois côté fonctionnel que côté technique. Beaucoup de product owners qui débutent ne savent pas écrire, ne sont pas capables d'écrire une story ou une liste de travail d'une taille suffisamment réduite pour pouvoir être fait en une semaine. Ça s'accompagne. Et c'est un travail aussi qui doit être fait. Et la technique qui vient par la continuous intégration, l'intégration continue, ne peut pas marcher si vos PO ne sont pas capables de s'adapter à ce modèle-là. Donc, les deux capacités sont interdépendantes. Notre point important, c'est Accelerate, qui est assez extraordinaire, on a trouvé ça assez extraordinaire dans ce framework, c'est qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre la technique et le fonctionnel. Les deux s'enrichissent mutuellement. C'est le point clé d'une réussite, c'est le facteur clé d'une réussite du modèle Accelerate. Pour automatiser les tâches récurrentes, le premier élément qu'on essaie de résoudre quand on intervient sur ce point-là, c'est la traçabilité. Et la traçabilité, par quoi ça passe? Ça passe souvent par des systèmes de gestion de source. Alors, ça peut être des systèmes de gestion de source grand public, comme Git, ou ça peut être des approches plus spécifiques pour machine learning, par exemple, qui peuvent être déployées. Ça peut être aussi un repo d'artefacts qui peut être géré sur S3 ou sur Nexus. Mais c'est cette notion de gérer les versions. Donc là, c'est un point qu'on vous recommande de tacler pour ça. Puis, de travailler sur tout ce qui est déploiement automatisé. Une fois que vous avez la traçabilité de vos changements, en fait, il devient facile d'automatiser leur déploiement. Donc, focussez-vous sur ces deux capabilities si vous souhaitez automatiser les tâches récurrentes. Pour intégrer la qualité dans le processus de dev, on va parler du test automatique. Je pense que Octo a fait couler beaucoup d'encre sur le sujet, notamment avec l'excellent entourage qu'on n'a pas cité jusqu'à présent, qui est Culture Code, qu'on vous invite à lire, à relire et à re-relire, surtout que vous pouvez même le partager en anglais maintenant. Un des points importants. Le deuxième, qui est un peu moins connu et qu'on pense moins souvent, c'est la gestion des jeux de données de test. Est-ce que vous avez parfois des douleurs sur l'environnement de qualification, pré-production, qui en fait n'ont pas les données équivalentes à la production? En fait, il y a de l'ingénierie dessus à mettre en place, notamment pour respecter des contraintes qui viennent aujourd'hui autour du RGPD par exemple. Mais ça, c'est regroupé dans Accelerate sous le terme de Test Data Management. Soutenir les équipes, alors on a choisi une qui est dans la culture et qui est extrêmement importante. C'est la position de leadership. Encourager les comportements que vous voulez reproduire, décourager les comportements que vous voulez éviter. Quelqu'un qui sauve la production chez vous, il a fait un travail formidable, il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez sauver votre production? Donc, en tant que leader, votre posture, c'est de féliciter la personne, certes, mais aussi prendre du recul et dire, bon, comment, maintenant, c'est bien, on l'a fait, mais en fait, c'est pas le genre de truc qu'on doit faire, sinon on est mort dans un an. Comment est-ce qu'en tant que leader, vous le positionnez là-dessus? Et donc, à présent, je vais laisser la parole à Jérôme Dida, qui va présenter son aventure Essilor Instruments. Bonjour à tous, et puis je remercie vraiment Octo et Fabien de m'avoir invité. Bonjour à tous, et puis je remercie vraiment Octo et Fabien de m'avoir invité. J'espère que je vous amener des choses qui vont vous éclairer. Alors, on n'a pas fait Accelerate, je tiens à le dire. Tu m'expliques, c'est celui-là, Fabien? Celui-là? Okay. On a plutôt été dans l'esprit. Fabien m'a dit, mais t'as fait de l'Accelerate. Je fais, ah bon? Donc, c'est juste notre histoire. On a un produit qui s'appelle essibox.com, donc je vous le montre. La révolution, c'est ça.
Icibox.com, c'est ça, c'est un petit boîtier en fait. Et dans ce petit boîtier, il y a un peu d'intelligence qui nous permet. Alors, bon, ça c'est mon rôle, je suis vice-président, enfin c'est très pompeux comme terme. Moi je me définis plutôt comme pilote d'une équipe qui a un produit, donc celui-là. L'intérêt d'avoir un titre comme ça quand même, c'est de pouvoir protéger l'équipe et pouvoir quand même être au codir, peser dans les décisions et demander un certain nombre de choses. Donc ça a aidé, c'est pour ça que je l'ai mis. Après, la réalité c'est qu'on fait des choses avec l'équipe et je me vois plus comme pilote. Donc il y a un an, on me dit tiens Jérôme, le petit boîtier, il y a une équipe, tu t'en occupes et puis assez rapidement, je me rends compte que le petit boîtier, il a été vu comme la boîte magique. Et donc Essilor Instruments, c'est une entreprise qui est mondiale et qui s'occupe de fournir un certain nombre d'instruments de mesure dans les magasins d'optique, en fait, dans le monde entier. Donc aux US, en Chine, partout. Il y a eu des tas de promesses faites sur le fait que, vous voyez, Icibox.com est partout, va faire le Passion Journey, Customer Experience, ça va être la boîte magique qui va permettre de vraiment arriver à complètement transformer l'industrie de l'optique. Et je rigole pas, c'est vraiment l'intention qu'il y a, et c'est vraiment l'ambition, et il y a vraiment les moyens de le faire. Néanmoins, on est mondial, et Essilor Instruments, au sein d'Essilor, qui est un groupe mondial, on pèse 1% du chiffre d'affaires. Donc on est la plus petite filiale, mais on est censé faire la révolution. Soit dit en passant, moi-même, je découvre les instruments, je découvre aussi tout un tas de mots, etc. Donc il y a un petit peu compliqué pour comprendre. L'une des découvertes, c'est quelque chose qui est important, c'est que la France est un modèle assez unique, où on a une séparation entre les ophtalmos, il vous faut 80 jours en moyenne pour avoir rendez-vous chez un ophtalmo pour avoir une correction, et de l'autre côté, vous avez les opticiens qui vont vous faire des mesures aussi, mais globalement vous faire vos lunettes. Dans le reste du monde, à quelques exceptions près, en fait, vous avez un tout en un. C'est-à-dire que vous allez dans le magasin, vous prenez rendez-vous, vous allez faire votre examen de la vue avec un professionnel, un vrai docteur, etc., mais qui est dans le magasin, et qui derrière va vous permettre d'avoir les corrections. Et donc vous avez un parcours complètement intégré. Et c'est là qu'on a un rôle à jouer avec Icibox.com. Vous voyez, là aussi, on apparaît à chacune des étapes pour faire circuler l'information, ou bien pour la mettre en valeur au niveau du patient. Pour expliquer ce qui a été fait par le docteur, pour expliquer la correction, et pour faire circuler l'information d'un appareil à un autre, puisque les uns et les autres s'enrichissent au fur et à mesure du parcours. Je ne rentre pas plus en détail, c'est juste pour vous poser un peu le contexte de la boîte. Alors pour faire tout ça, j'ai quoi ? D'un côté, j'ai à gauche demandé à tous mes collègues du CODIR, alors vous avez fait quoi comme promesse ? Là je ne suis pas déçu, j'en remplis un plein mur de post-it. Chaque post-it est une promesse scopée, très sérieuse, généralement pour avant-avant-hier. Déjà promis, ça devrait être en prod dans les magasins. Et puis ça conditionne des ventes d'instruments, qui elle-même conditionne des ventes de verres, c'est le capital stratégique prioritaire, il faut le faire. Pourquoi ça n'est pas déjà fait ? De l'autre côté, j'ai une équipe qui se voit plutôt comme une équipe R&D, qui sont des gens chouettes et qui se voient plutôt sur une mission impossible, puis même sur la vieille version de Mission Impossible, en gros. Et quand j'arrive, il y en a déjà 2 d'entre eux qui veulent partir. Ambiance. Donc j'ai pas trop le choix. Pour les connaisseurs kinéphiles, je me rends assez vite compte que je suis dans un environnement complètement chaotique. Donc la seule question, c'est l'action pour s'en sortir. Et effectivement, si on veut à peu près arriver à faire quelque chose, il va bien falloir trouver une façon d'accélérer le mouvement. Alors, c'est pas une référence au bouquin, c'était un terme que j'utilisais à l'époque. Il va falloir que je trouve un moyen pour accélérer. On est passé par 3 étapes. La première, elle est contre-intuitive, j'ai tout ralenti. On va calmer le jeu. On va ralentir, il y en a de partout. On va chercher à ce que l'équipe ralentisse et trouver des points d'appui. La deuxième, c'est on va s'aligner avec le business, puisqu'il y a un sujet aussi à ce niveau-là. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, sur Accelerate, moi que je pourrais critiquer, on n'a pas le truc de la valeur, pas assez quoi. S'aligner et sortir et délivrer un MVP. Et puis après, on s'est retrouvé, alors j'ai pas vu que c'était normalement c'est 1, 2, 3. Après, on est parti sur un produit vraiment en production. Alors, de décembre à janvier, donc sur 2 mois, on a d'abord tout ralenti.
J'ai ralenti parce que je voulais que l'équipe, je considère pour accélérer, comme un pneu, en fait, il faut avoir de l'adhérence. Et donc, si on tourne trop vite, on ne va pas pouvoir avoir de grip, on ne va pas pouvoir adhérer au sol. Et donc, je voulais que l'équipe réadhère à ce qu'elle est. J'ai plusieurs chances. La première, c'est que c'est une équipe plutôt qui a un mindset d'ingénieur. Alors, ils sont un peu dans la sur-ingénierie, certes, mais ils aiment le travail bien fait, ils aiment un peu trop les chefs-d'œuvre, ils ont fait des trucs énormes. Là-dedans, ils en ont mis de trop, il y en a beaucoup trop, mais en tout cas, ils ont la conscience de ce que c'est que le travail bien fait. Ils ont déjà des expériences, c'est des pionniers. En IoT, cette équipe, ou en tout cas une partie, était déjà là pour lancer ce service qui s'appelle SIS en 2008, et qui en gros, avant que ça s'appelle comme ça, c'était de l'IoT. Internet of Things, puisque le sujet, c'est quand même de se connecter à ça, qui est dans un magasin et qui nous permet de prendre le contrôle et d'amener de l'information supplémentaire dans les magasins en étant à distance, en particulier avec le cloud. Et donc cet outil-là, en fait, assez rapidement, je me rends compte que c'est la brique qu'a Amazon ou Azure ou d'autres pour piloter des devices à distance, donc faire de l'IoT. Sauf que là, les Sealor et cette équipe, ils l'ont conçu pour eux. Il y a un énorme effet d'expérience. Puis après, vous verrez comment c'est important, et c'est notamment à la première rétrospective, ils étaient hyper lents. Enfin, ils allaient coller les post-it, comme ça, quoi, en fait. Et ça m'a vraiment marqué. Et pourtant, à midi, les gars, ils allaient tout le temps courir, quoi. 3 fois par semaine, les gars, ils revenaient en short, etc. Ils couraient. Mais il y avait un truc bizarre. Et en fait, ils sont plus marathoniens que sprinters. Et je pense que dans l'esprit aussi, l'équipe, elle avait cette personnalité-là. Il fallait en tenir compte. Donc, qu'est-ce que je fais? Sans appliquer le framework, j'ai touché à des traits de culture finalement par notamment Delivery. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est que le matin, je vois l'équipe, ils me disent oui c'est bon, on a résolu ce problème-là, etc. L'après-midi, j'ai des coups de fil du monde entier qui me disent les C-Box, donc ce petit truc-là, ça marche pas, le Bluetooth, etc. quoi. Je comprends pas. Et donc un jour, ça me prend et je dis expliquez-moi l'histoire des versions. On en est où? Donc là, chaque post-it, vous avez 2 produits. Enfin, il y a 2. J'avais fait simplement les C-Box, donc qui sont ces petits boîtiers, et puis l'API qui sert à sortir les infos du cloud. Et je dis, on en est à quelle version? Et quelle version est aujourd'hui en prod? Bon, vous voyez, en gros, on avait une équipe qui corrigeait les bugs, corrigeait les choses, faisait évoluer ces boîtes. Par contre, donc on a été en décembre, on avait au moins 15 updates qui n'avaient pas été déployés depuis juin. Et je leur dis, mais pourquoi? Vous améliorez les trucs, derrière, pourquoi vous ne déployez pas? Vous n'êtes pas sûr de vous? Bah si, ça va améliorer les choses. Mais pourquoi? Enfin, les 5 pourquoi, si vous connaissez. Au final, je me rends compte, je leur dis, mais ce que vous m'expliquez, c'est qu'il n'y a personne pour appuyer sur le bouton. Le process avait fait en sorte que ça boucle, c'est-à-dire que on envoie l'équipe qui se dit communiquer PRD envoie sa version, elle la fait tester par une autre équipe, derrière l'équipe fait des remontées, il recorrige et ça boucle. Et il n'y a personne qui dit on passe en prod, c'est bon, on arrête le jeu. Donc ce que j'ai fait là, j'aurais dit écoutez, on va faire un truc, moi j'appuie, c'est bon, j'ai appuyé, donc j'ai appuyé comme ça, j'aurais dit on y va. Par contre, vous déployez quand vous voulez, c'est vous qui décidez. Vous déployez quand vous voulez, c'est vous qui savez. C'est vous qui savez ce qu'il y a dans la version, je vous laisse libre, autonome. Par contre, si ça plante, je prends, c'est moi qui appuie, vous inquiétez pas. Le lendemain, ils ont déployé. On a touché un petit trait de culture là, et ça n'a pas planté, ça a amélioré la situation. Et, voilà. Ensuite, sur la partie donc, rendre visible le travail, donc chaque colonne est un membre de l'équipe en fait. Comme je vous l'ai dit, on avait des sujets dans le monde entier. Donc, ce que je voulais en faisant ce travail-là, c'était leur dire bon, voilà, on a des trucs dans le monde entier. Alors, qui veut prendre la Chine? Donc, ça donnait une réunion assez rigolote où chacun disait ah, moi je prends la Chine, moi je prends l'Australie, moi je prends tout ça, les devs, pour l'idée, scoper des sujets. Moi, celui-là, il m'intéresse, etc. Donc, l'autonomie, on s'auto-organise, c'est assez sympa. Et en fait, ce que je voulais principalement, c'est qu'ils arrêtent de me parler de développer des trucs. Qui me disent moi je vais m'occuper de tel sujet, je vais m'occuper de tel client, je vais chercher un peu ce que ça veut dire la valeur. Évidemment, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'un gars tout seul, il ne pouvait pas taper, il ne pouvait pas descendre un projet tout seul parce que c'était quasiment énorme. Donc ce qui s'est passé dans un second temps, c'est que
on a fait émerger l'idée qu'on était une équipe et qu'il n'y avait pas les gens qui pensent et les gens qui font. Donc j'ai fait, je ne sais pas si vous connaissez l'exercice de la prairie agile. Ça aussi, ça touche un trait de culture où en fait, dans une salle, j'ai pris globalement les managers et les équipes business. Puis je leur ai fait la partie agile, la prairie agile plutôt. Donc si vous connaissez, on donne des explications extrêmement strictes. Hein, c'est un cahier de spec. Hein, il faut dessiner tant de vaches avec 3-4 tâches, un soleil avec tant de rayons, etc. Donc ils l'ont fait. Voilà, et puis donc ça donne un dessin comme celui-là. Et puis de l'autre côté, donc vous faites sortir ce groupe-là et vous faites rentrer l'autre groupe de dev, puis vous leur dites dessine-moi une prairie verdoyante avec des vaches qui broutent de l'herbe, etc. Et ça donne le dessin à gauche. Puis après, on montre deux groupes. Et forcément, vous dites qu'est-ce qu'on préfère comme produit, celui de gauche ou celui de droite. Et ça a eu des effets induits très forts où les managers se sont dit ok, il faut que j'arrête de faire des cahiers des charges. Ça, c'est les mecs qui ont un peu de talent, quoi, si on les laisse faire. Et puis les devs se sont dit on est capable de faire des trucs. On est capable de faire des trucs tout seul, etc. Et puis moi j'ai pris ça et puis je suis allé le montrer au quotidien. En fait en disant c'est comme ça aussi maintenant qu'on peut dire à des équipes de devenir autonomes, vous préférez quel dessin, etc. Enfin je l'ai fait à peu près toute la boîte et là aussi on a touché un trait de culture. Alors je me suis prêté un exercice sur cette première phase et puis je l'ai fait sur les 3 étapes pour dire non pas, n'y voyez pas un indicateur de maîtrise en disant ouais c'est bon on a pris le sujet, hein, j'ai pris les capacités, j'ai juste voulu montrer où on a porté l'effort, c'est-à-dire qu'on a encore plein de trucs à faire, on est vraiment très loin, c'est pas un pourcentage vraiment de maîtrise, c'est plutôt là où on a porté l'effort et là où on porte encore l'effort aujourd'hui. Et donc, vous voyez, on a plutôt commencé sur des points continuous delivery, parce que mine de rien, ce système 6, là, dont je vous parlais tout à l'heure, il pilote 80 000 instruments depuis 2008, et il permet de déployer des versions. Donc il y avait ça, on s'est appuyé dessus. On n'a pas refait un truc sur Azure DevOps ou tout ça, on a pris ce qu'on avait. Et ça nous a permis d'avancer plus vite. On a changé la façon de décider, notamment la partie process d'approbation. On a fait émerger Value Stream et puis un petit peu de Customer Feedback. Hein. Parce que, mine de rien, quand on a fait notre tableau, Pouilly, c'est qui en Chine, ils font quoi, qu'est-ce qu'ils attendent de nous. Et puis, un petit peu de culture avec la transformation. Quand on arrive, on a un peu la chance des débutants, et donc c'était mon cas, et donc j'ai un peu amusé des post-it, et ça a marché aussi fort, il fallait le faire, et rentrer assez vite dans le match. Donc l'étape 2, la bascule, elle se fait en février, sur une rétro, où l'équipe dit maintenant c'est bon, on adhère, on a envie de montrer ce qu'on sait faire. On n'est plus l'agent, l'équipe Mission Impossible, un peu vieillotte, etc., où tout le monde nous dit vous faites rien, on voit rien arriver, il n'y a rien qui sort. On a envie de montrer ce dont on est capable. Et en fait, en 2 jours, on scope un produit. Et puis, je dis, sur un premier sprint, je mets une seule condition, c'est que je veux que le truc il soit opérationnel et qu'on puisse le tester en vrai. Et donc, là aussi j'ai de la chance, de toute façon il y avait tellement de besoins. Il y avait à ce moment-là un salon à Shanghai, le 20 février, qui ouvrait, et il voulait absolument pouvoir mettre en valeur l'un des instruments, donc que vous voyez là à gauche, là, le WAM, qui est un 7 en 1, qui est un super truc, qui fait des super images. Et ils voulaient dire que, globalement, ils étaient capables d'associer un nom de patient, créer un patient dans une appli, et piloter le WAM pour récupérer un rapport, qui est celui-là, qui est simplement une image. Et donc, en fait, sur ce premier sprint, on n'a rien, et puis le 20, on déploie, et sur le salon, le 20, ils ouvrent, et ils utilisent ça à longueur de journée, et ça a plutôt de l'intérêt. On a vraiment fait je ne sais pas si le terme est bon, mais un micro-MVP, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 3 US derrière. Par contre, la valeur, et ça a été extrêmement important et pour l'équipe et pour le business, délivrer rapidement et un truc, même petit, mais bien vu et qui a de la valeur, ça a énormément d'impact. Et on a vraiment réussi ce coup-là. Et puis alors, tu parlais de la fierté des devs, ils étaient super fiers, quoi. Extrêmement fiers. J'ai demandé aux équipes en Chine de faire des photos, ils ont vu, il y a eu des bravos, etc. Il faut savoir que c'était une équipe qui n'avait pas sorti quelque chose depuis 1 an. Donc, globalement. Derrière, on enchaîne et quelques sprints après, on agrandit et on va chercher à aller dans d'autres magasins. Et donc, le premier magasin vraiment dans lequel on s'installe, puisqu'avant c'est un peu on marchote. Premier magasin, c'est mi-juin en Allemagne.
Et donc là, on cherche à avoir une approche, on va dire simili-UX, où on met à plat, là vous avez le déroulement des opérations dans le magasin, puis on essaye d'apporter des points d'amélioration dans l'expérience, en se basant sur notre logiciel qui a pas mal évolué. Hein. Il y a eu pas mal d'évolutions depuis le tout début en Chine. Et donc là, on est en Allemagne et on va dans le magasin et on fait l'expérience, on fait de l'immersion, au sens où on va repérer comment ça marche aujourd'hui dans le magasin pour avoir un point zéro. Et ensuite, on met notre solution et on revient 15 jours plus tard pour voir ce qu'on a amélioré pour de vrai. Non pas ce qu'on pensait améliorer, mais comment l'utilisateur s'occupe vraiment de notre solution. Et on a des bonnes surprises, puisqu'effectivement, il a plutôt bien pris en main les choses. Et globalement, il l'utilise à longueur de journée et avec des effets détournés, ce qui est extrêmement intéressant. Sachant qu'on l'avait élaboré principalement en reposant sur les feedbacks internes de personnes, des sealers, il y en a quand même pas mal, qui nous permettaient derrière de tester notre produit à longueur de démo à chaque fin de sprint. Et un truc qui a vraiment changé aussi, c'est l'équipe. Donc fin juin, donc il n'y a pas toute l'équipe là, il y en a à peu près la moitié. Fin juin, en fait, il y a le Partners Meeting, qui est le grand rendez-vous international, enfin le grand rendez-vous tous les 2 ans de SEaler Instruments avec 250 distributeurs du monde entier, etc. Et puis moi je suis amené à présenter SEabox.com et l'un des trucs par lesquels je commence, c'est de dire voilà, SEabox.com, ils ne sont pas tous là, mais il y a une équipe. Et je demande à l'équipe de m'envoyer une photo, en fait. Je leur dis, ce serait chouette, plutôt que de vous citer, j'aimerais bien vous voir. Quoi. Et donc ils m'envoient ça. Ils sont allés faire leur footing à midi et voilà, on a une équipe qui a plutôt la pêche. Et ce qui a changé, en fait, il y a des nouveaux venus. Le premier là, c'est intéressant parce que par exemple, dans l'évolution des rôles, dans l'équipe, en fait, il était testeur fonctionnel. C'est-à-dire qu'en gros, il avait une liste de 20. Non, c'est Ulrich. Lui, il était sur un vieux truc, un peu des configurations, etc. Et là, il est passé en dev, maintenant il fait du React. Aline, qui est juste derrière, elle était à la com, et puis elle avait envie de faire du UX, elle nous a rejoint comme UX, et puis maintenant elle est en train de faire un parcours de formation UX en parallèle. Les gars derrière, ils étaient déjà sur les box, mais parmi eux, il y en avait qui voulaient partir. Les deux au fond, quasiment, avec les lunettes de soleil, là, qui sourient à n'en plus finir, c'était parmi les deux qui voulaient partir. Et puis donc Ulrich, lui, il était au test, et à gauche, c'est Luc, qui nous a rejoint entre-temps, donc il y a eu des nouveaux aussi, qui est CTO, coach agile, pilote et un de mes meilleurs potes. Concrètement, on a progressé sur quoi? Donc je rappelle que ce n'est pas un indicateur maîtrise, c'est où est-ce qu'on a poussé l'effort. Vous voyez, il n'y a pas de mystère. On a cherché à délivrer plus vite et on a cherché vraiment, ça suit un peu la recommandation que vous donnez, sans le vouloir, on a cherché à vraiment mettre le paquet sur le produit en fait. Le produit et que l'équipe expérimente. Moi, je leur dis, les technos, vous y allez, vous faites ce que vous voulez, c'est votre sujet, c'est vous qui devez progresser. Si vous avez des informations, on les fait. Et on en fait sur React, sur Node, sur d'autres choses. La troisième partie, pour moi, c'est la plus intéressante, c'est on va passer en prod. Maintenant, on a une vraie offre. On est en juillet, on a vraiment, là, on commence à avoir pratiquement 1 à 2 magasins installés par semaine, sachant qu'en gros, chaque fois qu'on installe un magasin, c'est généralement un pilote dans une chaîne qui a 1000 magasins et qui dit si ça marche, je déploie sur 1000 magasins. Donc c'est des vrais pilotes et ça met un peu d'ambiance. Donc concrètement, on a un produit qui a deux visages, l'un qui s'appelle ICP Companion, qui est vraiment pour que l'optométriste, là, qui est donc le docteur, si vous voulez, qui utilise nos instruments, mais des instruments de la concurrence aussi, récupère les données et fasse son boulot d'analyse, de diagnostic, etc. Et en même temps, on a construit aussi un autre truc qui permet à ce même docteur de faire comprendre au patient, donc qui est à droite, que globalement, il a eu une super expérience avec des super instruments et qu'on a été bien au fond des yeux, on a vu un certain nombre de choses. Le tout étant quand même, on est dans la santé visuelle, mais on est aussi dans la vente de lens, donc de verres et de lentilles. Concrètement, ça donne ça, donc le produit a vachement évolué, si vous vous souvenez, la toute première version avec la Chine, l'ICP Companion, donc on a tout un tas de mesures qui sont arrivées, on gère les 50 images, etc. On associe ça à un patient, on les fait passer de salle en salle, on a des outils pour le configurer, en gros en 4 mois on est arrivé à faire ça. Et puis de l'autre côté, donc on a une version beaucoup plus consommateur, plus sexy, moins aride, moins médicale, qui permet de montrer l'impact et de faire, vous voyez par exemple là on peut faire bouger ce côté, le
petit curseur pour montrer qu'on corrige la vue plus ou moins et qu'on verra mieux en fait, et expliquer au patient. On se lance dans le déploiement et puis évidemment, qu'est-ce qui se passe? Il y a un crash. Et là, c'est encore plus intéressant pour moi parce que à ce moment-là, moi j'étais en Chine, j'étais à Shanghai, et en fait le crash arrive et donc là c'est les échanges sur Slack entre deux membres de l'équipe et il y a plein d'enseignements pour moi. Déjà, ils ne m'ont pas dit en fait, j'ai même pas su. Ils ont réglé le truc entre eux. En fait, ils me l'ont appris après. C'est-à-dire que l'équipe s'est auto-saisie. Et elle s'est auto-saisie, vous voyez, dans la nuit de vendredi à samedi, donc en fait c'était un samedi matin. Donc les mecs, en fait, ils sont sur Slack, ils voient la notif qui tombe, ils vont pas m'appeler en disant Jérôme, on a un problème, etc. Ils vont s'occuper de la prod, ils vont se lancer, quoi. La deuxième chose, c'est que, mine de rien, Rov, donc qui est Romain, pas là, Romain, peut-être, je crois qu'il est pas venu finalement, c'était l'un de ceux qui devait partir en décembre. Et en fait, il était resté, et donc c'est quand même lui qui, en gros, à 7h du matin, se met sur son PC, et puis se lance pour sauver la prod. Sachant que la prod, en gros, ça dure pendant 14 heures, on fait tomber le système mondial pour installer et faire fonctionner le nouvel instrument révolutionnaire des silents instruments, qui s'appelle le Visionnaire, ça porte bien son nom. Donc tout tombe pendant 14 heures. C'est quand même, et bien sûr, quand on commence la crise, on ne sait jamais quand elle s'arrête. Donc c'est vraiment un gros sujet. Quelque part, ce qui a marché là-dessus, il y a un engagement. Romain et Fouad s'auto-saisissent. Derrière, on a vraiment commencé à avoir des sondes et des choses comme ça qui ont été mises en place par l'équipe avec les consultants extérieurs, parce que finalement, effectivement, il faut internaliser, mais le recours à des gens un petit peu capables à l'extérieur permet d'avancer, donc pour ne pas les citer, Octo. Derrière, on a aussi eu un entraînement hebdomadaire où on a fait des Failure Friday. Donc on a simulé, entre guillemets, la prod tombe, qu'est-ce qu'on fait? Et donc par l'entraînement, il n'y a pas de secret, par l'entraînement en fait qu'il y a eu l'équipe, et le temps passé là-dessus, parce que c'est du temps de dev enlevé, en fait derrière les choses se sont activées. Et puis également la discipline pour moi, donc le post-mortem, rédigé pour apprendre et pour avancer, et donc l'amélioration continue. Concrètement, aujourd'hui, on en est où? Donc on n'est pas à l'abri d'un crash, d'ailleurs on a eu un deuxième après. Aujourd'hui, on est à peu près à 1000 petits trucs comme ça installés dans le monde. Pratiquement pas beaucoup en France, donc c'est vraiment mondial. Ça pousse très très fort, donc là sur le premier chiffre, c'est le nombre de devices, d'instruments connectés au système de 2008 à 6. Et le deuxième, le deuxième, c'est le nombre de petites boîtes installées comme ça qui permettent de récupérer les informations de ces mêmes instruments. Donc on a un potentiel assez énorme. L'ambition, c'est pas forcément la mienne, moi j'aurais plutôt tendance à diviser par deux, mais c'est celle de la boîte et c'est celle de mon CEO qui a une certaine ambition, sachant que derrière chacun, vous voyez des pilotes. En fait, grosso modo, il y a une chaîne de magasins de 400 à 500 à 1000 magasins. Et qui a déjà, pour l'année prochaine, la moitié déjà est déjà engagée en termes de business. Donc on est vraiment sur une phase où on est entré en prod et là on travaille beaucoup plus encore sur le continuous delivery parce qu'on est convaincu qu'on aura des crashs, on est convaincu même qu'on aura probablement sur ces boîtiers-là, c'est du device, on aura des rétrofits. Et donc c'est notre capacité à aller rapidement, et donc sur le continuous delivery, qui va nous sauver. On continue bien sûr sur le produit parce que c'est jamais terminé et les Chinois n'ont pas les mêmes besoins que les Américains, qui n'ont pas les mêmes besoins que les Européens. Donc on est en train de complexifier notre produit par la configuration, mais surtout tenir le cap de n'en avoir qu'un seul. Tout ça passant par le lean et puis une culture où la grande nouveauté sur cette phase, c'est qu'on travaille beaucoup plus en collaboration avec les autres équipes. Avant, on était un peu entre nous, on faisait des trucs et au final, on a de plus en plus de collaboration et donc c'est assez marrant parce qu'ils nous demandent comment on fonctionne en agile, parce qu'on a adopté Scrum, qu'est-ce que c'est qu'une démo, une rétro, etc. Et donc il y a une forme d'évangélisation. Je me disais, alors c'est très personnel, moi je n'ai pas la prétention de dire qu'on a fait de l'Accelerate. Moi ce que je retiens un peu de cette année finalement, ça vaut le coup de ralentir des fois. Et là, mon rôle au CODIR m'a permis de le faire, parce que quand je suis arrivé, le premier comité de direction a lieu en décembre, et je leur dis,
Moi, je demande une seule décision au CODIR, c'est on n'installe plus rien avant juillet 2019. Donc vraiment, on ralentit. Évidemment, ça n'a pas été simple parce qu'il y avait des engagements financiers derrière, mais la boîte m'a suivi. Vraiment laisser l'équipe décider quand il faut accélérer. Alors ça, c'était pas une période marrante pour moi, parce que forcément, d'un côté, j'ai tout le monde qui pousse, mais je suis allé au bout de la conviction, c'est l'équipe qui doit, à un moment, être prête, et c'est elle qui tient le rythme. Si on force le rythme, pour moi, on se plante. Par contre, on est tout seul. Là, j'étais tout seul. C'est-à-dire qu'on me disait, il faut y aller, puis de l'autre côté, les gars, ils discutaient, ils prenaient leur temps, etc. J'ai dit, non, ils bossent, il n'y a pas de problème. C'est aussi drôle. J'ai fait un choix aussi de dire, je veux que cette équipe ait un premier succès à elle, qu'elle se prouve quelque chose à elle-même avant qu'il y ait n'importe qui arrive. On me disait, on m'a dit, mais Jérôme, pour tenir tes engagements mondiaux, il faut que tu triples l'équipe, tiens, voilà le budget, voilà les sous, vas-y, recrute, etc. Et non, pendant plusieurs mois, jusqu'à ce qu'on ait fait Shanghai, je considérais que les gars devaient se prouver quelque chose pour se sentir fiers de ce qu'ils avaient fait. Ce qu'on a eu comme une bonne idée, c'est qu'on a designé nous-mêmes le produit, en fait, parce qu'on n'avait même pas, le marketing n'était pas au courant, on a fait notre truc tout seul, en fait. Ça m'a valu quelques reproches derrière, mais en tout cas, on l'a même nommé ICP Companion, puis maintenant, tout le monde en parle dans le monde entier, enfin, en tout cas chez Essilor. Les plus mauvaises idées qu'on a eues, je pense que si j'avais lu, et si on avait lu le bouquin Accelerate, on aurait sûrement moins fait de bêtises. Maintenant, elles sont faites, on en a appris, c'est ce qui compte. Vous l'avez vu, ma présentation, c'est pas du tout la même que celle d'Octo, donc on n'est pas des rois de la com. C'est un peu à l'arrache, c'est un peu à la truelle. Ça mérite d'être sincère. Mais plus largement, à un moment, on a eu une période un peu boîte noire, et c'est dommage. On aurait dû plus communiquer, mais c'était compliqué parce qu'on faisait plein de choses, mais du coup, on a eu un peu une déconnexion de la boîte. Et donc là, on est en train de faire le boulot pour revenir. Et puis, il y a un truc que j'ai vraiment regretté, c'est que j'ai pas assez dit aux devs qu'ils pouvaient remettre en cause certaines features pour qu'on puisse les postponer. Notamment, il y a eu un choix où, pour imprimer une page PDF, il a fallu carrément changer un OS. Donc en gros, on a mis 2 mois pour imprimer un PDF. 2 mois à peu près, quoi. Ça valait pas le coup pour imprimer un pauvre PDF. Donc du coup, là, on a eu un petit problème de dialogue. Et maintenant, les devs on a bien appris de tout ça et ils peuvent vraiment remettre en cause des features, même si elles sont engagées avec les clients. Après, moi ou Alex, qui est PO ou d'autres, on va aller expliquer aux clients qu'on le fera plus tard et ça passe. Et ça passe. Voilà. C'est bon. Merci. Je vous propose juste de conclure rapidement. C'est bon, merci. J'ai trois slides, 4 messages. Bon, la première slide, c'est celle-ci, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, mais je l'ai redit une dernière fois. La vitesse et la stabilité, il n'y a pas de choix à faire, et l'un amène l'autre, donc faites le choix des deux. La deuxième, c'est renverser les priorités. Commencez pas par ce que vous voulez faire, commencez par comment est-ce que vous pouvez vous donner la façon de le faire différemment, et je pense que la façon dont Jérôme en a parlé était assez éloquente. Troisième chose, commencez petit et ensuite réfléchissez au passage à l'échelle. Cherchez pas à transformer toute votre entreprise d'un coup parce qu'en fait c'est beaucoup trop gros, beaucoup trop difficile. Et commencez par des capacités qui s'auto-alimentent l'une et l'autre. Ça c'est sûr, ça marche et c'est une bonne façon de faire pour commencer sans se noyer. J'avais dit 3 slides, 4 messages. Le 4e message c'est celui-ci. Bon, on y croit vraiment, en tout cas moi j'y crois, c'est sûr. À la sortie, il y aura un petit questionnaire. Si vous pouvez le remplir, on va s'appliquer à nous-mêmes nos propres maximes. Fail fast, learn fast, get results up. Donc voilà, si vous voulez nous dire ce que vous avez pensé de cette matinale, on sera bien entendu très preneur. Merci beaucoup. Ça sert à rien de se précipiter pour sortir, il y a une pluie infernale, donc si vous avez quelques instants pour rester au chaud, des questions, des remarques, des suggestions, je peux faire passer le micro si quelqu'un veut poser des questions. Ça peut être aussi à toi, Jérôme.